Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Et là, j'ai envie de vous dire que l'équipe est réduite, parce que Dr H, comme vous le savez, est en transition, là, enfin, en voyage, c'est bizarre dit comme ça, en voyage pour aller en Indonésie. Donc ce soir, on va se faire une petite émission spéciale, c'est la 60e déjà de CKR, et on va la faire, alors évidemment avec ma chérie Gaëlle Canicagnan à la réalisation, qui check un petit peu tout, d'ailleurs qui fait aussi CM en même temps, qui est dans tous les bails. Ah, on me dit qu'il y a un écho. Alors je pense que c'est... Ah ouais, je pense que c'est... je vois ce que c'est. C'est peut-être qu'il faut que je mette le push. Non, non. Il y a quelqu'un qui dit non, non. Alors nous sur Discord on n'a pas d'écho en tout cas. Ouais, ah non c'est bon. Ah c'est bon. Twitch, ah non, Nafta elle a dit ah c'est bon. Sur Twitch non. Ah ok d'accord, non, bah, très bien. Et donc en fait on va faire une émission avec quelques cracks, nos fidèles cracks, donc qui sont pour les modérateurs, qui gèrent d'une main de maître depuis le début, et merci encore à vous les cracks. Et donc je me trouvais ça cool que pour cette émission on puisse la faire ensemble. Ils ont accepté sans avoir le choix. Et franchement c'est tout à votre honneur, merci mille fois. Alors attendez, je vais positionner pour essayer d'esquiver un peu la fenêtre de chat, voilà. Parce que sinon je l'ai en plein dans la tronche. Et oh cool les modos, merci, bah ouais. Alors attends, on va commencer directement par lire le petit message de Thierry Pignon qui dit: j'ai quelque chose à vous partager, je vous avais... Ah, j'ai quelque chose à vous partager, je vous avais dit que j'avais du mal à trouver un job alors que je suis qualifié et surtout hyper adaptable et doué. Aujourd'hui, après un entretien que j'ai réussi, j'avais tout préparé. On m'a demandé un test d'une journée. Un test d'une journée, ah ouais. S'il vous plaît, vous trouvez ça normal? J'aimerais le savoir. Je ne comprends pas, pourtant le poste est quasi au SMIC. Vraiment, ce monde de travail me dégoûte. Un test? Alors tiens, il y a Gaël qui dit: en tant qu'ancienne RH, non, ce n'est pas normal. Sauf si c'est pour un CDD très court, une semaine, et auquel cas cette journée doit être payée. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais. Alors pour l'intérim, ça paraît logique, mais... Pour l'intérim, ça paraît logique, mais pas pour... Chelou, hein. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en place maintenant, en fait, depuis que Pôle emploi a mis à disposition des employeurs une journée d'essai rémunérée par Pôle emploi. Et donc, vu que Pôle emploi le propose, et ben maintenant, c'est devenu un petit peu plus monnaie courante dans les entreprises. Ah bah merci, je savais pas. C'est pas par Pôle emploi, nous dit-il. Ouais, justement, en fait, comme Pôle emploi le fait, bah, les entreprises se disent, bah, si Pôle emploi nous les envoie gratuitement pendant une journée, pourquoi nous, on leur proposerait pas de travailler gratuitement aussi? Ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils lui ont même pas posé la question de savoir si Pôle emploi le rémunérait, quoi. Non, en fait, c'est un petit peu, si tu refuses, bah, le poste te passe sous le nez, en fait. C'est un petit peu du marchandage, quoi. Ah ouais. Ok, bon, ma foi. Gaël dit: tu dois avoir un contrat de travail en bonne et due forme, sinon c'est du travail dissimulé, et de plus, tu n'es pas couvert en cas d'accident. Ça, je confirme. Ah, c'est confirmé. Alors, sachez que pour que le travail dissimulé puisse être pris en compte, il faut avoir travaillé minimum pendant 48 heures au sein de l'entreprise. Ah, c'est 48 heures? Sinon, en dessous, ça passe? Bah ouais, ça peut être mis comme ouverte d'entreprise, en fait, et non pas comme du travail. Kevin, ton micro est très faible comparé au... Ah, attends. Je vais gérer ça. Hop. Alors, moi, mon micro, il est où? Hop. Vas-y. Ouais, normalement, tu l'as augmenté? Ouais, mais c'était presque à faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Normalement, le son de Kevin est très faible par rapport au modo. Est-ce que là, ça va? Ah, le son de Kevin était faible. Hein. Ma soeur a eu 1 mois d'essai non rémunération. C'est normal? What? 1 mois? Oui, 1 an, tant qu'on y est, allez, allons-y. Allez. Après, je veux pas paraître désobligeante, mais si ta sœur accepte de travailler 1 mois sans être rémunérée, enfin, il faut aussi qu'elle se remette en question. Bah ouais, non, j'avoue, là, c'est hardcore. C'est hardcore. Bon, bref. On va commencer cette petite émission.
Mourad, ouais, je sais, mais là j'ai tout poussé au max. Je peux pas faire grand chose à part parler plus fort. Je sais Non pas mais où gérer l'entrée. Kevin, ce que dit Nafta sur Discord, c'est pas con, sur Twitch, c'est que tu peux, en gros, sur Discord, tu peux faire un clic droit sur nos pseudos à nous et nous baisser nous, Ok, j'avais pas vu. normalement. Clique sur le pseudo à vous. Sur, Ah tu oui. vois le canal où on est, tu Ouais, fais ouais, un je clic vois. droit et tu peux baisser. Bah ouais, mais bon. En fait, moi je trouvais que ça Ça, cool. ça, parce qu'on ça voit nous pas. égalisera en tout cas. Ouais, je vais essayer d'égaliser. Je mets à 80 tout le monde. On va voir ce que ça donne. Hop. Moi, je suis à combien? Ah non, je peux même pas le modifier. Non, ok, c'est pas grave. Mais écoutez, ma foi, je l'ai fait pour vous. On met à 80, on voit ce que ça donne. Ah là là, le coup de vieux Kevin, t'inquiète, on est deux. Non, non, pas du tout. Déjà, le son de Mourad, c'est bon. Vas-y, Mourad, dis quelque chose. Mourad, ouais, c'est vrai, on a hâte de t'entendre. Hein. On a hâte de l'entendre. C'est vrai qu'on l'avait entendu dans des premiers CKR, ma foi. Mais là, ça fait longtemps que... bah, parce qu'il est plus à la maison aussi. Ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Comme il est plus à la maison, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu prendre le micro pour nous dire... Alors, petite précision. Et le son de Mani... Mani, il est où, d'ailleurs? Je vois pas. Je le vois pas. Je crois qu'il est dans sa petite maison. Gaël lui a acheté une petite maison. Il y a le pop-pop qui craque. Il y a le pop-corn qui craque. Non, non, non. C'était c'est les pâtes. C'est marrant parce que avant de faire à manger, Gaël m'a dit... Ouais, je pense pas qu'on va m'entendre, je fais que des pâtes au saumon. Et je lui dis, bah ouais, tu fais pas des trucs relous et tout. Normalement, ça passe. Gaëlle, elle s'est trompée de recette, elle fait des croustipates. Des croustipates, je te jure. Alors, les amis, on commence cette vidéo, on commence cette nouvelle émission, l'émission 60. Et je tiens à vous remercier d'ailleurs parce que, putain, 60 quoi. En vrai, 60, on n'a même pas encore atteint les 1 an. Et vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait trop plaisir. Et franchement, ah, la cam bouge avec la table. Ah ouais? Ah, c'est... D'accord. Oui. Ah, on confirme que la caméra bouge avec la table. Bon, le son est top pour tout le monde. Merci Théa qui a fait le test. Et je vais, comme d'habitude, revenir sur les messages que vous avez laissés sur le dernier épisode, évidemment. Sur le dernier épisode. Alors, j'ai quoi? Il y a Céline qui dit: J'adore votre façon de nous inviter à renforcer nos connaissances, à exercer notre esprit critique. Bravo, beau boulot. Merci pour votre engagement honnête et joyeux. Ben, déjà, merci beaucoup, Céline, de soutenir. Ça fait trop plaisir. Et puis, ben, on va essayer, même en l'absence temporaire de Dr. H, de faire honneur à la réputation de ce podcast. Il y a Lunours qui dit bonjour à tous les deux. J'écoute votre podcast tout en étant bloqué au bureau et ça me permet de relativiser pas mal de choses. Je tiens à souligner votre honnêteté intellectuelle visible lorsque vous citez même les auteurs que vous n'appréciez pas. J'apprécie aussi le fait que vous ayez toujours des sources et que vous acceptiez la contradiction de vos auditeurs. Continuez comme ça permet d'avoir une vision plus large des choses. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a qui nous accusaient de ne pas aimer la contradiction ou de vouloir créer une secte avec les cracks. Mais vous remarquerez d'ailleurs et je me tourne vers les modos qui ne sont pas là. Mais c'est vrai que souvent dans les messages qu'on lit des gens, et puis même de votre part, les gens disent jamais je suis grave d'accord avec vous et tout. Enfin, ils le disent, mais pas forcément tout le temps. Souvent ils disent je suis d'accord à 90% avec tout ce que vous dites. Je suis d'accord quasiment à tout. Et c'est marrant parce que bah, ça prouve bien que le but, c'est pas qu'on soit tous qu'on soit tous d'accord sur tout, mais qu'on puisse en discuter sainement, en vrai. Bon, évidemment, il y a des sujets qui fâchent. Si vous lancez Dr H sur les VSS, bon, on peut pas ne pas être d'accord là. Tu vois, il y a des trucs comme ça sur lesquels on est, on est constant et on lâchera pas. Mais c'est intéressant. Et évidemment sur Netanyahou. Il y a Pierrot qui dit: Je suis podologue. Et déjà, je suis content qu'on soit cité parmi les professions médicales car on a souvent tendance à nous oublier. Je me souviens même plus qu'on ait parlé de ça.
Je suis tout à fait d'accord avec le docteur H. Quand quelqu'un vient nous voir pour un problème, il faut décortiquer toutes les raisons de ce problème. Notre métier en tant que professionnel de santé, c'est de régler ce qui est un autre domaine de compétence et qui peut aider son problème et de le réorienter pour le reste. Le but reste d'aider la personne. Si on peut et pas, d'accord, ça je sick, de prouver qu'on est plus intelligent. J'ai été frappé en première année de médecine de voir les étudiants rire dès qu'il y avait des cours de psychologie. C'est très intégré chez eux que la psy, on s'en fout. Putain, c'est dingue. Ah ouais, ils sont dans des bails comme ça. Je pensais pas. Bah merci en tout cas pour le message. Ça fait plaisir d'avoir tous les corps de métier qui prennent la parole dans les commentaires. Il y a Alexandre Flamand qui dit « Nouveau adhérent pour ton futur club de Penchak Silat, si Dieu le veut. Hamza, avec grand plaisir. Force à vous les gars, toujours au top. Un cracks de la première heure et que la force soit avec toi. Pour ton tournoi Dr H, Hamza Boumaillé ou comme JCVD versus Tampo, Netsuko. Ah oui, putain. Pour ceux qui ont la ref, c'était Kickboxer, je crois, le 1. Tangpo, putain. Ah, Tangpo qui est tout sauf thaïlandais, hein, qui est d'origine marocaine, je crois. Il y a Outman Chachou qui dit merci encore Kevin et Dr H, bon courage pour ton voyage initiatique guerrier, très intéressé pour rejoindre ton club quand tu vas l'ouvrir. Mais ça, je pense que ça peut cartonner, hein, son histoire de jeu de Penchak. Hein. Honnêtement, je pense. En tout cas, nous, on est grave chou. Alors, tiens, Penchak Silat ou Mito Jitsu? Demande à Dr H avec ses compétences ce qu'il lui peut faire face à une arme blanche ou une arme à feu. Ou qu'il fasse un combat de 1 round de 3 minutes face à Cyril Diabaté. Ah, mais genre, il le clash en disant Mito Jutsu? Ah putain, c'est dommage qu'il soit pas là. J'aurais adoré qu'il puisse. Putain, imaginez un 3 minutes face à Cyril Diabaté, ça. Improbable. Mais trop bizarre, genre. Je vois pas l'attaque sur le Penchak. Comme si les arts martiaux avaient été créés pour taper les gens. Bah, en vrai, ouais, c'est pas le but. Le but, c'est de se défendre. Maxime qui me dit quoi dans le chat? Est-ce que tu comptes venir avec ton nouveau spectacle Gaston Monerville à Liège, si c'est possible de voir le Dr H faire du Penchak? Ah ouais, bah, et on pourrait faire un spectacle de Monerville plus une démonstration de Penchak. Face à... Ou une arme à feu. Ouais, une arme à feu. Ouais, il est marrant face à une arme à feu. Et face à des missiles. Mourad qui me dit. Et face à des missiles. Et ça vaut quoi le Penchak, hein? Et enfin, il y a un dernier message de Otto qui dit « Magnifique émission, Dr H, une arme de destruction massive, lol, il a tiré à balles réelles. Courage à vous et continuez avec votre bonne humeur, que Dieu vous garde. Machallah, l'émission de qualité. » Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. Merci 1000 fois. On en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Là, j'ai vu là sur Tipeee, il y en a plein qui ont participé ces dernières 24 heures. Donc, merci 1000 fois, ça fait trop plaisir. Merci aussi à E2TS. Merci aussi à... Ah bah Mourad, tu m'as pas mis... je t'avais demandé si tu pouvais mettre les noms de nos autres sponsors qui nous donnent de la force. En haut du conducteur parce que je me souviens plus. Il y avait le food truck là dans le 91 de food du Laos. Et on avait aussi ce fameux cabinet médical qui fait de la phytothérapie, de la physio, de la nutrisothérapie, je sais plus. Je suis le plus pété. Ouais, le food truck à Tigerie. Et il y avait aussi le cabinet médical qui proposait des soins avec participation libre. Et ben merci en tout cas du soutien, ça fait trop plaisir. Et Mourad va me les rajouter, il m'a dit. Donc ça c'est super. On attaque les petites news HMD. Les petites news, alhamdoulilah, celles qui font plaisir. Alors oui, alors avant de les HMD, c'était Giflo Gangs. Il est sur le Discord si vous voulez aller checker. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, allez-y, hein, parce qu'il y a une vraie commu qui est en train de se créer. Il y a de l'entraide, il y a du partage, il y a de la création artistique, il y a vraiment plein de choses. Donc franchement, animé d'une bonne merde par nos modos. Et merci à Alexis d'avoir de s'être proposé pour mettre tout ça en place. Franchement, tu as créé un truc incroyable. Donc merci 1000 fois. Et donc oui, il y a Giflo Gangs qui est sur le Discord si vous voulez, parce qu'ils ont un cabinet paramédical en Haute-Savoie. Voilà, ça y est, je l'ai le terme. Le cabinet paramédical en Haute-Savoie, il invite tous les cracks, si vous voulez, des conseils en phytothérapie, en accompagnement, en alimentation thérapeutique. C'est super intéressant et c'est vrai que tout à l'heure on en parlait sur le Discord entre nous. Ça c'est le genre de choses qui font plaisir. Le tarif c'est de la prestation libre et sans obligation, ça je trouve ça chambé. Et il y a bien sûr le Cha Food Truck à Tigerie, merci beaucoup. Mais ne me cite pas s'il te plaît, je suis trop gêné. Mais pourquoi il dit ça? Bah attends, tu nous aides, c'est normal. Et mais par contre, il a dit quand il aura sa chaîne YouTube, on pourra lui faire de la pub. Bah, t'inquiète pas.
Ah oui, le pote de Kevin Bellatar dans la sauce. Ouais, je sais pas si vous avez vu ça, mais on va revenir après, peut-être tout à l'heure. On va revenir après, peut-être tout à l'heure. Alors, petite news HMD, les petites news Alhamdoulilah qui font plaisir. On va commencer par une première news HMD. Et d'ailleurs, bien sûr, j'invite les cracks modo qui sont sur Discord à ne pas hésiter à intervenir. Ah, je l'ai enlevé, normalement ça s'est enlevé. Gaël me montrait qu'il y avait une petite fenêtre qui s'était... Ah ouais, alors attends, en tout cas, je l'avais plus sur... Désolé, excusez-moi, parce que ça doit vous gâcher la vue, là. Ça devait ne plus pouvoir... Je comprends pas cette fenêtre, là, détacher mon cul, machin, là, c'est un enfer, ça se met tout seul, comme ça. Alors, première news HMD. Ah bah, y en a un qui va avoir le prix de la meilleure, de la meilleure enquête et de la meilleure sanction, je l'espère. Lundi, le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête a été ouverte après une plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme, la LDH, sur les propos de l'ancien député Meyer Habib, qualifiant de cancer la population palestinienne. Enfin, enfin, enfin. Trop tôt, ouais. Ouais, franchement, c'est pas trop tôt. Je l'ai vu passer, ça. Ah ouais, non, mais parce que c'est un enfer. Le gars est en... On espère surtout que ça ouvrira la voie pour d'autres sanctions, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est une bonne jurisprudence, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est une bonne Pour l'instant, jurisprudence. c'en est pas une. Pour l'instant, il y a une enquête ouverte. Oui, c'est vrai. On va voir ce que ça donne. Mais ça peut donner, s'il y a plus affinité, si ça finit sur une sanction, une condamnation, putain, bah... Après, nous, on a la liste, hein, de toute façon. Hein. S'ils veulent se lâcher et enchaîner sur les autres, il n'y a pas de souci. Hein. On pourra aider sans problème. Parce que ça y est, lui, il a été... Et c'est marrant parce que vous avez vu, comme on était dans ce truc un peu de culpabilité, machin, post 7 octobre, vraiment, il a eu... on lui a fait vraiment... On lui a déroulé le tapis rouge pendant quasi un an, enfin, jusqu'à ce qu'il ait été... il y a un canal pour ça en plus, c'est vrai, il y a la liste de la Cuenta sur le Discord, c'est vrai, bien vu Nafta. J'ai l'impression que tant qu'il était député, genre on l'invitait, on acceptait qu'il dise de la merde, etc. Tout le monde savait qu'il était outrancier, enfin son histoire avec Guiraud, d'accuser Guiraud d'antisémitisme juste parce que le mec est venu perturber sa conférence, son interview. Et qu'ensuite, je sais plus, c'est lui qui a lancé l'histoire de vous êtes des porcs et l'autre lui a répondu non. Il a dit on n'a pas élevé les cochons ensemble parce que David Guiraud l'a tutoyé. C'est pour ça qu'il a rebondi en le traitant de porc parce qu'il était dans la boue du génocide. Ah oui. Ouais, un porc. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça. Bien vu. Et donc, juste après, ça c'est antisémite et tout. Le mec, il a tenté son chantage, etc. Bon, ça n'a pas marché, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis qu'il a perdu les législatives, ça y est, j'ai l'impression que là, il a perdu de sa superbe et du crédit, à part sur I24, évidemment, parce qu'il est à la maison. Mais là, je crois que ça y est. Donc, c'est marrant comme quoi on a dû se le farcir juste parce qu'il était député. Alors que c'est pas une raison, en fait. Si tu dis de la merde, tu dis de la merde. On n'est pas obligé de t'inviter tout le temps. Mais là, on a dû se le farcir. C'était bien chiant. Et je suis content donc qu'une enquête soit ouverte. Par contre, ça me fait trop rire quand ils disent on ouvre une enquête. En vrai, Chacal, t'as l'extrait t'as l'extrait vidéo, tu le regardes, puis après tu vois quelle case ça coche dans ton arsenal juridique, quoi. Mais t'as pas besoin. Alors d'ailleurs, Meyer Habib a réagi à cette plainte en disant « Mes propos ont été sciemment dénaturés. Je n'ai bien évidemment jamais visé l'ensemble de la population gazaoui, mais uniquement les terroristes du Hamas, ainsi que les milliers de civils gazaouis qui les ont hélas soutenus et accompagnés le 7 octobre, comme ceux qui ont frappé et lynché les otages quand ils sont arrivés dans Gaza. » Ah bah, on n'a pas entendu tout ça. Non, mais ça a été coupé. Ah oui. En tout cas, lui, il l'a coupé de lui-même, hein, parce que... C'est un montage antisémite. Ouais, exactement. Bientôt, il va en dire qu'I24 News est antisémite. Ah ouais, non, mais tellement. Non, mais c'est une dinguerie, quand même, ça. Le mec, il a sorti son truc de son chapeau. Ok. Bon, bah, ma foi...
Oh, On a l'arbitrage vidéo, donc c'est Ouais, Le meilleur tuyau, quoi. Ah ouais, mais vraiment. Ah non, putain, il abuse. C'est the best meilleur. Ah, vraiment. Ça veut dire. Il y a Sosa qui dit ça dit des dingueries devant tout le monde et ça s'excuse devant 6 personnes. Ouais, non, mais je comprends pas. Bref. Ensuite. Ah bah, il y avait un autre HMD, mais il a préféré l'enlever, Mourad. Et il a ses raisons. Kevin, tu as prévenu une team B demain, tous les modos vont être en GAV. Je te jure. Ils ont tous des pseudos. Faut que j'arrête de les appeler par leur prénom, c'est tout. Normalement, c'est bon, ils seront tranquilles. On passe au Mezzé, les petites news. Ah bah, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Hein. J'avoue, là, ça va être le vif du sujet parce que Mourad nous met tout de suite dans l'ambiance. Israël contre la vérité. Les rares journalistes encore présents à Gaza, comme Anas al-Sharif, sont désormais dans le collimateur d'Israël et identifiés comme des terroristes. Saal affirme avoir retrouvé des fiches de paye attestant de leur double statut de journaliste et de combattant sur les ordinateurs du Hamas, du djihad islamique. Aucun média n'a pu vérifier l'authenticité de ces documents pour le moment. Parce que les fiches de paie, tu sais, parce que... Ah, mais tu sais que le Hamas, il propose le fonds G-SIF aussi. Hein. Il y a tout, hein. Vraiment... t'as vraiment... Carrément, ils ont le compte CPF après et tout, tranquille, quoi. D'ailleurs, à ce qui paraît, ils ont un CE d'enfer. Ah, ils ont un CE incroyable. Ah ouais. Ticket resto. Bon, alors, la bouffe est pas... là, pour l'instant, on l'a pas, mais... Est-ce qu'il paie la CSG demande Mourad. Non, mais... Le CE, il propose des places de Disney ou pas? Non, ouais, et des places de Disney, de parc Astérix, tellement c'est rush. Non, mais il rembourse son Navigo. La prochaine fois que j'interviens, vous me direz si c'est mieux pour le son. Bah vas-y, dis-moi. Sur la mutuelle ou pas? Ouais, c'est parce que les gens disaient que c'était peut-être un peu trop fort. Ah oui, Non, je crois qu'il parlait de moi. Je crois qu'il parlait de moi, Nafta. Je crois pas qu'il parlait de non. Limonez avait dit que c'était plein. Non, c'est Ah, moi. d'accord. Ouais, parce que en fait, j'avais pas vu ta photo de profil quand j'ai commencé à régler, et donc du coup, j'avais pas mis le même réglage que tout le monde. C'est pour ça que t'étais un peu plus forte que les autres. Ok. Mais Bah, alors, parfait. mais Loubiano, je crois que toi, pour le coup, on t'entend un peu de loin, si je dis pas de bêtises. Bah, au pire, on monte son. Ouais, je vais monter un petit peu. Son son. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ok, bon voilà. Merci beaucoup. Non mais alors, il y a eu des... il y a eu des commentaires, hein. Il y a Kazdal95 qui dit « Depuis le début, les journalistes sont la cible de cet état génocidaire et terroriste. Pourquoi? La réponse est simple. Empêcher la diffusion d'informations sur le crime de guerre commis par ces barbares. » C'est vrai. Et il y a Wittstein qui dit « Vouloir éliminer la couverture médiatique de sa guerre, c'est vachement démocratique. » Non mais, franchement, ça me sidère parce que vous vous rendez compte que là, juste de tenir ce genre de propos... on est censé être... Enfin, ça pourrait être limite considéré comme de l'apologie au terrorisme. Bon, là, je grossis le trait, mais il y a des gens, pour des choses quasi similaires, on essaie de les discréditer. Et alors que je vous rappelle que, jusqu'à preuve du contraire, hein, enfin, j'ai vérifié avant-hier, on habite en France. On n'est pas du tout un pays, un dom-tom d'Israël. Et je ne comprends pas, en fait, comment on peut se retrouver à être dans la sauce déjà d'un point de vue lynchage public, etc. C'est une première chose. Mais même juridiquement, tu vois, que juridiquement, il y a des gens qui puissent risquer des choses. Moi je me rappelle que j'avais une pote qui me disait ouais, je fais attention... Enfin, on avait abordé certains sujets. Elle me disait, moi, il y a des sujets que je peux pas trop aborder parce que mes producteurs, je sais que eux, ils sont pro-israéliens. Elle est dans l'audiovisuel. Et il y a certains sujets, franchement, je les ai entendus, ils m'ont fait flipper, mais je peux rien dire parce que je sais que sinon ils vont me dégager. Et je me dis, mais à quelle heure tu peux dégager quelqu'un juste à cause de ses convictions politiques, sachant qu'on parle pas de... Je sais pas, c'est pas quelqu'un qui a dit « Ouais, non, moi, je suis pour la pédophilie. » Ah, bah tiens, par contre, ça, on en a des gens qui disent ça. Enfin, du moins, qui ont longtemps trouvé ça cool et libertaire, et tout machin. C'est ce qu'on appelle une guerre subversive, en fait. C'est une guerre qui est basée sur les opinions avant tout. Et c'est la méthode qui a été utilisée en Irak en 2003. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a de fortes chances que ces journalistes-là soient éliminés avant qu'on ait pu vérifier si effectivement c'est vrai ou pas. Ouais, bah c'est ça. Et puis c'est exactement ça. Et ça va être ultra compliqué. Hein. Enfin,
Parce que je pense juste, et je l'espère, le jour où on arrivera à la fin de ce massacre atroce, waouh! Enfin, ils auront tellement tout tartiné de fond en comble sur Gaza que la vérité va prendre vraiment l'escalier. Ça va mettre du temps, même si on a quand même beaucoup d'éléments. Ça va mettre du temps pour qu'on puisse avoir tout le fin mot de l'affaire. Ne serait-ce que déjà de compter le nombre de victimes. Mais oui, mais c'est. En fait, je l'ai compris, moi, tu vois, que c'était la guerre d'opinion quand j'ai vu les moyens déployés par les pro-israéliens pour laver l'image d'Israël. Et je me suis dit, mais quand t'as rien fait, t'as pas besoin de faire ça, tu vois. T'as pas besoin. T'as pas besoin d'acheter des espaces publicitaires sur YouTube. En plus, c'est chiant, hein. C'est-à-dire qu'il y a des YouTubeurs qui s'étaient plaints. Je crois même que c'était Amixem, si je dis pas de bêtises. Qui disaient, putain, sur mes vidéos, ils ont foutu, enfin en pré-roll des vidéos, donc les pubs qu'il y a avant que tu lances la vidéo. Il était tombé sur. Enfin, il avait eu des messages de gens qui tombaient sur des pubs de l'armée israélienne qui disaient voilà, il faut condamner le Hamas, ce mouvement terroriste, machin. Et tu te dis, mais c'est ouf quand même d'acheter des espaces publicitaires pour ça. Pourquoi si c'était vraiment un consensus ultime et qu'on était tous d'accord et machin et que t'as rien à te reprocher et que t'as juste besoin d'empathie, comme dirait l'autre, bah normalement ça va quoi, tu vois, c'est censé, t'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit quoi. Et c'est ça qui rend ouf. C'est vraiment ça qui rend ouf. Il y a quoi? Bah, quand Benjamin dit que c'est une guerre sainte, ça passe, mais si c'est des musulmans, on appelle ça un extrémiste. Bah ouais, ça aussi, ça c'est un gros problème. La rhétorique de toujours mettre tout sur le dos de la religion, c'est un truc qu'on a entendu qu'avec les terroristes d'Al-Qaïda, de Daesh. Il n'y a que des terroristes. Il n'y a que les terroristes qu'on entend légitimer leurs convictions politiques à l'aide de leur. Enfin, en s'appuyant sur leur livre saint. Et là, l'autre, il le fait, Benjamin, dans le plus grand des silences, sur Europe 1, CNews, sur LCI, et ça passe, quoi. Franchement, Mais c'est surtout qu'il le fait et que moi je suis persuadée qu'il y croit pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, il s'en sert, Mhm. mais le but. Enfin, c'est pas un religieux, Netanyahou, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu un arriviste. Il est. Mm. C'est un peu ouais, des prétextes. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas faux. Il y a cet aspect-là aussi, hein, parce qu'en fait, il va un peu là où le vent le mène tant que ça peut le maintenir en poste, en vérité. Mais c'est vrai que c'est pas un religieux. Tu fais bien de le dire parce que j'ai vu une super vidéo d'un petit mec dont j'ai plus le nom sur YouTube qui me faisait penser un peu à Hugo Décrypte, tu vois, mais c'est pas lui. Et qui expliquait toute la vie de Netanyahou, c'était super bien sourcé, etc. Et tu te dis, ah ouais, en fait, le gars, ok. C'est intéressant, tu vois, de voir un peu comment le gars ouais, a saisi toutes les opportunités possibles et inimaginables. Et là, on a une question dans le chat. Par contre, vraie question. Vous pensez que le Mossad écoute ce genre de podcast? J'entends podcast informatif par genre, bien sûr. Est-ce qu'il y a assez de personnes pour le faire? Tiens, bonne question. Vous en pensez quoi, vous, les cracks? Moi, je pense que la police écoute parfois certains trucs parce qu'on voit que certains tweets permettent d'être arrêtés pour apologie du terrorisme. Ah, ah ouais, d'accord. Mais moi, je peux vous affirmer une chose. La police française, elle est tellement en galère de moyens qu'elle a. Preuve en est, c'est qu'à chaque fois ils fichent des gens, tu sais, en fichier S parmi les terroristes, et qu'après on découvre que le terroriste qui a commis un attentat était fiché S et tout, on est tous là en train de se dire oh là là, putain, mais la police fait rien, etc. Mais il y avait un gars de la police, je sais plus, c'était pas un préfet, ou. Il disait non, c'est plutôt bon signe de savoir que la police fiche S les gens qui ensuite font des attentats, dans le sens où ça veut dire qu'elles avaient bien traqué la personne, mais il faut un nombre incalculable de gens qu'ils n'ont pas, parce qu'on avait fait à l'ancienne un épisode avec Mourad dans Rendez-vous sur les fichiers S pour expliquer ce que c'était, ce que ça impliquait, etc. Et en fait, on n'a pas du tout les moyens humains de suivre des gens sur le long terme, autant en fait, autant que
Bah, pas besoin, avec il y a cette foutue IA, dit Mimomez. Ah, ouais, bah le temps que... Ils sont encore sur Windows XP, hein, je pense à la police. Le temps que les gars, ils se mettent à l'IA. Mais quoique, vous avez vu le truc des radars, là? Je sais pas si vous avez vu ça, les cracks. Ils vont faire des radars à base d'IA. Ça va être l'enfer, ça. Ouais. Je pense que les fiches S, en fait, elles sont au sens propre. Ça ressemble à des fiches de bibliothèque. Et en fait, ils ont mis ça dans un cahier. Je te jure. J'ai voulu regarder combien ils étaient à la brigade de cybersécurité, la police. Je suis sur le site policeintérieure.gouv.fr, c'est marqué erreur 404. Ah ouais, d'accord, tu vois déjà. Vous n'avez pas réglé le nom de domaine. Merci de poser une question cohérente. Putain. Ouais, donc, c'est que eux-mêmes, je crois qu'ils ne savent pas combien ils ont de personnes pour lutter contre les problèmes de. Bah oui. Il y a la quelqu'un brigade qui a dit. Internet, quoi. Il y a Neps qui dit, je pense qu'ici, on est tous fichés S. En tout cas, toi et Dr H, c'est sûr. Je suis même pas sûr. Vraiment, je pense. En fait, après, fichier S, ça veut tout dire et rien dire. On l'a déjà dit. Hein. Tu peux être un pote d'un pote, de quelqu'un qui est fichier S pour avoir fait une manif pour de l'écologie. Hein. Fichier S, c'est tellement de choses. Mais alors, les radars IA, Julie demande, je vais préciser, après on passe à l'autre Medze. Les radars IA, alors, c'est en gros des radars qui vont rentrer en fonction à partir de 2025 et qui vont permettre de pouvoir capter si tu es avec ton téléphone à la main. Bon, ça, je trouve ça cool. Je dis ça alors que moi-même, quand je conduisais, ça m'arrivait d'avoir le portable à la main. Hein, et je pense qu'on est nombreux dans le cas. Donc, je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Comme ça, au moins, ça nous obligera à vraiment pas faire les cons. Ça va capter aussi si t'as pas mis ta ceinture. Alors ça, c'est vrai que pour le coup, c'est rare, je pense, des gens qui mettent pas leur ceinture. Je sais pas, pour moi, c'est rentré dans les mœurs. Autant, j'avoue, hein, dans les années 90, on a, pour ceux qui sont nés comme moi, qui ont grandi dans les années 90, quand tu étais derrière, par exemple, c'était pas obligatoire de mettre ta ceinture. 89, la ceinture à l'arrière. Ah bah, tu vois, ouais. Et donc, t'as vu, ça a mis du temps avant J'ai de... connu le filet de sécurité et le boudin qu'on gonflait là pour pouvoir s'allonger à l'arrière. Ah ouais? Ah ouais, c'est trop bien ça. Je vois même on parle pas... des voitures des carrioles, s'il te plaît. Hein? On parle des voitures, pas des carrioles, c'est ça. Je te jure, c'est vraiment ça. T'as grandi dans quel coin, Cécile, en fait Ah bah moi j'ai grandi dans l'Oise. Ah, dans l'Oise. Dans l'Oise en charrette, Cécile. Non, dans la ville de Eric Woerth. Ah, c'est pas Méru? À Chantilly. Ah, c'est Chantilly. Non, c'est Chantilly. Ah, Chantilly. La ville du cheval. Chantilly, c'est sympa. Hein. C'est ultra beau. Ouais. Ah, franchement, c'est très mignon. C'est pas. Je sais. C'est ultra bourgeois. J'adore comment elle a dit je sais. Genre vraiment, on dirait que c'est la mère de la ville. Ouais, ouais, t'as vu? Tu prends trop cher dans les Tu prends trop cher dans le chat. À Walnut Grove. À l'époque où on allait chercher l'eau, puis en calèche, Zebbi. Tu sais, j'ai l'habitude, hein, je suis votre mère à tous, maintenant c'est bon. Non, il y a plus vieux. Oui, je sais, mais il se manifeste pas. Voilà, c'est ça. Il y a Mourad déjà, tout simplement. Qui était... Il est né en 80. Voilà, j'ai calmé, je crois. Ouais, bon, ça va, 2 ans. C'est vraiment pour t'aider, hein, je voulais juste... Il y a Ouah, Mourad Chibania, les bâtards. Il y en a un qui a grandi à Marne-les-Coquettes. Marne-la-Coquette, c'est là où habitait notre ami... Notre ami, je parle comme Michel Drucker. C'est là où habitait Johnny Hallyday, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un vrai truc que je voulais dire et je digresse. C'était sur le chat, je crois qu'il y avait un truc qui était rigolo. Ah oui, non, non, on était sur les radars. L'autre truc dans les radars, donc on a dit, c'était... pardon. Il y avait donc là la ceinture, le portable. Et alors l'autre truc, et là qui va être... Avec Gaël, on débattait un petit peu là-dessus. C'est de gérer la distance... de vérifier la distance de sécurité entre deux véhicules. D'être sûr que tu respectes bien la distance qui te sépare de la voiture qui est en face. Voilà, tout simplement. Alors ça,
J'avoue que j'espère que l'IA est bien réglée pour vraiment contextualiser. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont casse-couilles. Ah, je vois qu'il y en a qui sont contents. Il y a des gens qui sont grave casse-couilles. Quand tu sais, ils sont en mode. Qui te collent au cul tu sais, et qui te font des appels de phare alors que t'es à la vitesse autorisée ou t'es à la vitesse maximum autorisée et qui te font des appels de phare et machin et t'es là en train de dire mais arrête de me coller parce que là s'il se passe une dinguerie genre t'es plus là quoi et moi non plus d'ailleurs et En particulier pour les 2 roues d'ailleurs. Ça peut être une bonne chose pour tous les 2 roues qui se font coller au cul. Parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui se rendent pas compte que, en fait, juste une petite percussion et le mec il est mort en fait. Donc, c'est ça. Putain, ça peut aider pour ça. Ouais, non, c'est vrai que ça peut être ultra intéressant là-dessus. Quand tu roules pas, tu te ranges à droite. Oui, bah oui, mais moi, je me suis déjà mangé des coups de pression alors que j'étais au milieu. Tu sais, parce que les camions, ils ont pas le droit, je crois, d'aller sur la voie rapide là à gauche. Mais ils ont envie d'aller vite. Et du coup, quand t'es au milieu, ben, ça les saoule. Donc oui, il faut se ranger à droite, mais frère, c'est abusé parfois. Après, quand t'es à 130 sur l'autoroute, voie de gauche, et que t'as quand même un mec qui te colle au cul et qui te fait des appels de phare, les gars, je suis déjà au maximum de la limite, laisse-moi tranquille en fait. Oui, c'est vrai, normalement. Tu veux dépasser la limite, tu veux dépasser la limitation, d'accord, mais juste attends que je me rabatte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, mais si tu pouvais passer par-dessus, tu passerais par-dessus, tu sais. Ouais, je te jure. Par contre, Kevin, moi, je t'embrouillerais. Voie du milieu, tu traînes. Oh, comment je pète les plombs, j'ai horreur de ça. Non, je traîne pas, je roule à la vitesse autorisée. Tu sais que tu peux être verbalisé, en fait, hein. S'il y a personne sur la voie de droite et que tu es au milieu, tu peux te faire verbaliser. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Non, mais après, honnêtement, le problème, c'est que sur la voie de droite, quand ça dépend, évidemment, l'affluence, mais très vite, tu te retrouves à tout le temps devoir dépasser des camions, des caravanes, des camions, des caravanes. Donc, au bout d'un moment, tu dis, bon, je reste au milieu. Politique. C'est politique pour Kevin. Jamais je ne roulerai à droite, jamais. Je crois que il y a ce truc-là, tu vois. Genre, déjà, de rouler au centre, ça me saoule, mais non, je crois qu'il y a je crois qu'il y a ça aussi. Il y a Thierry qui dit: je pense que l'IA est réellement mise en place pour traquer les déplacements des personnes qui sont dans l'illégalité, travail au noir, soupçon de rencontres politiques. Ah ouais? Pourquoi tu penses à ça? Ken Pachi qui dit: t'es un mec des îles et un Algérien, donc tu prends ton temps dans la vie. Ah d'ailleurs, ça m'a fait trop rire. Tiens, tu parles de l'Algérie. Quand on était sur les routes d'Algérie avec Hamza, on a remarqué que souvent les chauffeurs qu'on avait, ils roulaient, quand il y avait 3 voies, ils roulaient pas sur une des voies, ils roulaient entre deux. Et selon ce qui se passe devant, après ils choisissent une voie ou une autre. Je me suis dit putain, c'est génial. Tu peux pas faire plus DZ que moi je roule là parce que je veux rouler là. Et puis s'il y a un truc, j'improvise. Mais la devise de DZ sur la route, c'est Inch'Allah. Ouais, non, mais du coup, à Nice, sur la promenade des Anglais, ils sont tous algériens. Alors, il n'y en a aucun qui roule sur sa voie. Ah ouais? On croirait les pointillés, il faut qu'ils soient au milieu de la voiture. Ah, oh putain, je savais pas ça. J'adore Lubiano quand on voit ses punchlines à l'écrit, tu sais, alors qu'il est connecté. Oui, alors qu'il est avec nous. Je crois qu'il est trop habitué, c'est son terrain de jeu. Ça se voit que c'est un ancien Twittos, lui. Mais attends, meilleur Habib, mes propos ont été dénaturés, je n'ai jamais visé l'ensemble de la population gazaoui. Ah, toi tu reviens. Ah, peut-être il est en replay déjà, alors que l'épisode n'est pas encore fini. Mais merci, Space Monkey, c'est gentil. Alors, on a... Juste oui, vas-y, bien sûr. Pour revenir sur l'histoire de l'IA, après peut-être qu'il y a... Je suis un peu méfiante, notamment par rapport à l'IA, les tests d'IA pendant les JO et qui veulent être utilisés. Donc c'est peut-être pour ça dont parlait Thierry Pignon. Ah oui, peut-être. Ouais. Bah, techniquement, bah tiens, regarde, Nafta, il a dit, bah techniquement, une fois l'IA mis en place avec reconnaissance faciale, si un jour tu crées un parti politique, disons caché pour le début, il y aura des preuves et aussi un algorithme fait pour traquer les autres membres. Admettons des personnes qui préparent une révolte, et pour le travail au noir, c'est pareil. Ah oui. Ok. Ouais, c'est vrai que parce qu'il y a ça dans des pays, notamment en Chine. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça peut aller très très vite. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc de traquage là qui est flippant. Pas faux. D'ailleurs, le système chinois, ils l'ont utilisé pendant les JO en disant que ça ne serait utilisé que pendant les JO, et au final, là que les JO sont terminés, ils ont dit finalement on va le garder, quoi.
Ouais, putain. Alors ça, ouais, j'avoue, ça, alors ça, c'est abusé. C'est la même chose, hein, c'est une utilisation d'IA. Ouais, au final, ouais, t'as raison. Ouais. La spéciale. Mais pour cette histoire de mise en place de l'IA, en parlant du côté financier, c'est quand même très drôle que l'État a besoin d'argent et en fait trouve toujours le moyen d'aller chercher de l'argent chez les gens qui n'en ont pas. Mais par contre, il a toujours les mêmes difficultés à aller taxer les grandes entreprises, les évasions fiscales, les GAFA, etc. quoi. Ah oui, là, par contre, l'IA, non, elle n'est pas encore au point. Non, c'est pas à chercher. Ça, là, c'est faux. Faudrait vraiment mettre tout le monde sur le coup. C'est un enfer. C'est un enfer. L'autre Metzé, c'est... Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Je vais voir si de votre côté, vous avez lu des choses. Mais apparemment, Israël a confirmé le début des opérations offensives contre l'Iran. Moi, je pensais que c'était déjà le cas. Mais là, il a confirmé encore plus, en fait. Je vais checker en parallèle. Parce que j'avoue, ça m'intrigue. Israël a confirmé ses attaques, son offensive. C'est marrant, la sémantique, on y revient toujours. Hein. Son offensive contre l'Iran. Ok, d'accord. C'est Courrier International qui... Ouais, j'ai que des articles qui datent d'il y a 4 jours. Alors Mourad, si jamais tu es encore là et que tu veux nous agrémenter de quelques infos supplémentaires, je dis pas non, parce que là j'ai un article de France 24 d'il y a 3 jours qui dit qu'Israël a frappé sur le sujet. Ah merci, t'as une vidéo, je vais regarder après. Une frappe précise, c'est pour ça que c'est confirmé. Oui, c'est ça. Israël a frappé tôt, c'était samedi matin, donc il y a déjà quelques jours. En réponse à l'attaque de missiles lancés par l'Iran le 1er octobre, ainsi qu'aux agressions menées par des groupes soutenus. Ouais. Que sait-on de l'opération? Ouais, bah en fait, oui. Bon, en gros, de toute façon, tu sais quoi tout à l'heure? Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous le dire. On en parlera peut-être dans le quoi d'autre. On est allé voir un spectacle pour les enfants, pour ça et ceux qui sont à Paris ou en Ile-de-France. Il y a un spectacle en ce moment, là, à 11h du mat, théâtre de la Gaîté, Montparnasse, donc dans le 14e, qui s'appelle Le Chaboté Comédie Musicale. Et le mec qui a écrit cette pièce est d'origine libanaise et il me disait... on parlait de tout ça, tu vois, parce qu'il suit le CKR un peu, tout ça, ça lui parle à fond, donc c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et il me disait, c'est dingue, parce que moi, il a encore de la famille là-bas. Bon, ils se sont tous barrés. Heureusement, sains et saufs pour eux. Mais bon, maison détruite et tout, hein, c'est horrible. Et il disait, ce qu'on vous dit à la télé en France, enfin moi, ma famille libanaise me dit, on est qu'à 20% de ce qui se passe réellement. Et là, tu dis que ça fait froid dans le dos, quoi. Vraiment, on minimise de ouf, semble-t-il, selon eux, hein, encore, je rapporte uniquement leurs propos, que on est vraiment loin de l'horreur qu'ils sont en train de vivre au Liban. Voilà, au Liban, hein, qui est censé être en plus un peu la famille. Hein, Macron adore aller au Liban faire des grandes allocutions, etc. Alors là, Mourad m'a envoyé le courrier international. Les frappes israéliennes en Iran visaient les systèmes de défense de sites pétroliers et gaziers, machin. Ok, d'accord. Ok, c'était ça. Donc ils ont touché... Ah, c'est bien, c'est la première fois qu'ils touchent... ils visent des systèmes de défense aériens et des... Putain, c'est... Waouh. Ils commencent à s'améliorer après un an de... En fait, on assiste à... Ils apprennent à faire la guerre en même temps qu'ils la font. Là, ben là ils se découvrent. Ah, en fait, on n'est pas obligé de tuer des civils. C'est un rang, ça. Ah, je savais pas. Ok, donc ils ont visé des raffineries, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Bon, soit. Merci beaucoup, Mourad. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo du canard réfractaire? C'est une petite vidéo d'1 minute où il disait que le gouvernement israélien faisait pas mal de dingueries, genre virer l'UNRWA, essayer de faire en sorte qu'on ne puisse plus le voir. Donc peut-être qu'il s'apprête à faire des choses vraiment pires que ça. Et je vous laisse regarder la vidéo parce que c'est inquiétant. Ouais.
Attends, elle date de quand la vidéo, Nafta? D'aujourd'hui ou alors d'il y a 2 jours? Aujourd'hui. Ah ok, parce que j'ai cru qu'ils en avaient parlé dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est plutôt ces derniers temps, ils étaient en mode Martinique. Bah ouais, c'est flippant. Moi, j'ai entendu un truc sur l'UNRWA aussi ce matin, je crois que c'était France Info. Et en fait, c'est grave parce que là, ils ont décidé de faire l'achat. Enfin, je crois qu'ils ont fait voter à la Knesset une loi pour interdire l'UNRWA. Et c'est marrant parce qu'en plus, l'allégation faite, c'est de dire. Il semble. C'est que du conditionnel. Hein. Il y aurait des membres de l'UNRWA qui seraient proches du Hamas, etc. Et tu te dis, mais wesh, genre, il vous suffit juste de ça et vous discréditez tout le mouvement. Et c'est très grave en plus, hein, si demain ils ne peuvent plus intervenir, parce que là c'est le but, hein, ils veulent plus faire en sorte que ça intervienne à Gaza. Et c'est très très grave. Non mais je vais regarder la vidéo en tout cas. Merci beaucoup Nafta. Rafton, bienvenue, t'es un peu en retard, mais c'est pas grave, on n'est jamais en retard hein, sur nos lives, t'inquiète. Enfin, on est tous en retard, donc on n'est jamais en retard. Alors, tiens, il y a Mourad, il a mis un nouveau sujet sur le Metzé. Le titre, c'est Se faire bananer. Je suis obligé de lire les titres parce que parfois, il se prend la tête à faire. Enfin, il se prend la tête. Il trouve des titres qui sont rigolos. Et ce serait pas lui et sachant que les titres, ils sont absolument pas pour être lus, ils sont juste pour WAM. Se faire bananer. La célèbre œuvre de Mauricio Cattelan, une banane scotchée. Vous voyez laquelle c'est estimée entre 923 000 et 1,4 million d'euros, sera mise aux enchères. Putain, elle est encore. Mais il change la banane à chaque fois ou c'est quoi? Elle sera mise aux enchères le 20 novembre prochain à New York. La personne qui achètera ce concept recevra un rouleau de ruban adhésif, une banane, un certificat d'authenticité et des instructions officielles pour son installation. Oui, mais en fait, c'est légitime. C'est parce que la banane, elle est vendue par un béquet, c'est pour ça. Et ça, c'est le prix de la banane quand tu... dans quelques années en Martinique, en fait. C'est ça, c'est pour ça que c'est... C'est ça, en fait. C'est parce que la banane, elle est achetée en Martinique, c'est pour ça. Ouais, bah oui, bah non, c'est normal alors, du coup. Non, c'est normal. Si c'est ça, c'est normal. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Non, mais c'est vrai que moi qui adore l'art, on est déjà allé se faire des musées avec Mourad. Et franchement, ce que je kiffe avec Mourad, c'est qu'on fait pas semblant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, parfois, on reste devant parce qu'on se dit c'est cool. Et on a d'autres, on trouve ça pété, c'est subjectif, mais on dit ah non, ça c'est pété, et puis on passe à autre chose. Mais j'aime pas quand on essaye de nous faire. On nous impose un consensus sur un truc en mode non, mais c'est incroyable, alors que t'as envie de dire bah. Là, j'ai hâte. Hein. Mais c'est vrai que. Ouais, je vois pas l'intérêt d'acheter ça en plus. Bah, enfin si, faut toujours se dire, s'il y a des riches qui achètent ça, comme le dit Morad, c'est qu'il y a de la défiscalisation derrière. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Hein. En vrai, il n'y a pas d'intérêt. J'adore la remarque de Maxime. C'est Ikea ou c'est comment? Ouais, en fait, l'œuvre d'art, elle est montée en kit. On s'envoie un rouleau de scotch, une banane, tu te démerdes avec une notice d'instruction, tu sais. Ouais. Bah, non, mais tu te rends compte? Pour savoir comment bien la mettre. Tu sais, Zarba, le scotch, il est pas bien mis. Les gens vont dire, hey, vous prenez un le fake. scotch F4, vous mettez sur la banane B2. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'œuvre d'art, c'est de réussir à faire acheter ça. Oui, ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'arnaque, très exactement. Même les NFT, c'est moins une arnaque. Il y a Sandriso qui dit ça. Et Ghost in Shadow qui dit je vais faire un stock de rubans adhésifs et de bananes. Il y a de là-dessus d'un sphère. Je te jure. Mais surtout, elle pourrit à un moment. Elle change juste de banane. Oui, tu changes juste de banane. Il y a un mec qui s'appelle Franck Lepage qui a une super analyse là-dessus. On vous renvoie si t'as des liens. Le mec te fait une banane et du scotch. Ça se trouve, il était au RSA avant. Et il n'a plus rien à perdre. Ça, ce serait drôle aussi. T'imagines? Franchement, là, j'avoue, je respecte. Ah, tiens, c'est intéressant, tu vois, pour qu'on fasse pas non plus les gens qui ne connaissent pas. Il y a Gail Go qui dit Maurizio Cattelan a des œuvres bien plus engagées. Bah, j'ose espérer qu'il dénonce quelque chose. Khalil dit l'année dernière, on est parti avec mon prof d'histoire de l'art pour voir le musée des Beaux-Arts de Lyon et il nous a fait le tour du musée avec des explications et il a kiffé jusqu'à la période moderne où il a dit en rigolant, on voit bien que ce sont les meilleures œuvres du musée. Il montrait un simple truc parce que j'ai pas d'autres mots pour le décrire et pas en noir. Ah ouais, ok, d'accord. Putain.
C'est comme le bracelet. Ah oui, je sais pas si vous avez vu ça à Balenciaga, on dirait qu'ils font une expérience sociale pour voir à quel point les gens sont prêts à acheter des trucs. Ils avaient vendu un rouleau de scotch, un bracelet rouleau de scotch. Genre le truc qu'on a tous Et fait. il y avait aussi la jupe serviette de bain à 600 balles. Ah putain. Les sacs et Les cabas de course. Non, tu sais, le cabas Tati, les cabas tricolores, là. Ils avaient vendu ça à 300-400 balles. Non, mais j'avoue, eux, comment ça s'appelle? Des genres de crampons de foot, Décathlon, Kipsta, là. Ils avaient vendu ça aussi pareil. Ils avaient fait ça en version talon. Non, mais franchement, eux. Mais je sais pas si au final, on n'a jamais su si le sac arabe à 3000 balles. On n'a jamais su si vraiment il y avait beaucoup de gens qui achetaient. En vrai, ça se trouve, en fait, eux, ils posent ça là et ils font parler d'eux parce que tout le monde est là en train de dire mais comment? Non, 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 parce que personne n'a vu dans la rue de gens avec en vrai. Ou alors on pensait vraiment que c'était quelqu'un qui avait un sac qu'il avait acheté au marché, alors qu'en fait c'était vraiment Balenciaga. Alors ça, c'est le pire. T'imagines, t'as acheté ton sac Balenciaga, là, ton cabas, et que toi, que tu vois la personne, elle est là, elle est trop on flic, et toi, t'es là, tu peux me filer ton sac pour le déménagement, on a grave besoin, là, il faut foutre toutes les merdes dedans. J'avoue, t'es... Non, c'est de l'escroquerie, ouais, de l'escroquerie en bande organisée, je te jure. Non, c'est la- Tu dis qu'on n'a jamais vu des gens avec ce genre de truc, mais en fait, les gens qui ont les moyens d'avoir ce genre de truc, ils se baladent pas dans la rue comme toi et moi, je pense. Ouais, pas dans les mêmes rues. Mais Ouais, c'est vrai. Balenciaga, faut arrêter de croire que c'est une marque de riches. Hein. Balenciaga, ce genre de marque comme Louis Vuitton, etc., c'est pas des marques qui sont portées par les gens blindés. Hein. Ah, suffisamment blindé pour les acheter, toujours. Non, souvent, Moi, j'ai c'est pas les vrai que moyens. non, mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui mettent de l'argent ou qui se ruinent pour pouvoir pour être dans le paraître, hein, c'est vrai. Exactement, c'est comme Gucci, Chanel, etc. Aujourd'hui, quand tu vois les gens qui économisent pendant 6 mois pour pouvoir s'acheter un sac du prix d'un SMIC, c'est pas des Qataris blindés qui vont s'acheter ça. Hein. Eux, des sacs comme ça, c'est pour aller faire leurs courses. Hein. Bah, c'est vrai qu'en fait, ça cible ouais, c'est des marques qui ciblent les nouveaux riches. Tu vas voir que les footballeurs, notamment, tu vois, ils vont vite se ruer vers ça parce que c'est symbole de réussite et de richesse. Et je regardais une vidéo la dernière fois, je sais pas ce que ça vaut, hein, je sais pas de qui c'était le mec, hein, c'était un short. Mais les mecs, ils disaient, tu sais, ils adorent sortir ce parallèle en disant, bah, les gars tous les plus gros milliardaires de ce pays, quand tu regardes de ce monde, quand tu regardes comment ils se sapent, ils ont l'air tout sauf sapés en maison de luxe, tu vois. Et que, en fait, ils sous-entendaient que, ben, en gros, quand t'es vraiment, vraiment riche, tu sais que ton argent, tu sais où tu dois vraiment mettre ton argent. Et que ça, les trucs de luxe qui coûtent 500 euros le t-shirt alors que le coût de fabrication c'était 8 dollars, tu sais que ben, t'as pas envie de faire partie des pigeons. Et que donc en gros, les marques de luxe, elles se rendaient dans l'image inaccessible, mais que c'est majoritairement bah, soit des nouveaux riches ou soit bah, juste des gens qui se ruinent et qui mettent de l'argent de côté pour pouvoir s'offrir ces choses-là, quoi. C'était pas forcément. Ouais, c'est ça, en fait, ça arrive avec ascension sociale. On pense que parce qu'on a du luxe, en fait, on est upgradé dans la société, alors que non, effectivement, c'est juste combler un manque, en fait, en réalité. Bah, c'est ça, et je veux te dire une chose, bah, tu vois, ma meilleure pote qui s'appelle Sabrina aussi, qui est d'origine algérienne, je le précise parce que c'est important pour l'histoire. Et ben elle me disait, ce qui me saoule, parce que bon, ben elle, bah, ça va, alhamdoulilah, elle gagne bien sa vie, et elle adore les belles choses, les beaux accessoires, etc., notamment les sacs. Et ça lui est déjà arrivé de s'acheter des sacs de marque. Et elle me disait, ça fout le seum parce que, juste parce que j'ai une tête de Harbi, juste parce que je ressemble à une rebeu, et ben, je sais que les gens, quand ils me voient avec des sacs de marque, il y a un biais, tu sais, d'attribution où on se dit, oh oui, bon, ça doit être un faux. Et en fait, elle me dit, c'est ouf, quoi, comment, selon la personne qui porte un accessoire, euh, tu lui attribues tout de suite quelque chose de, ah oui, je pense que ça doit être du faux. Ou alors que, à l'inverse, tu vois, si tu vas voir une nana petite, blanche, blonde aux yeux bleus, etc., qui va porter un faux, bah, tu vas moins t'en douter selon, en fait, l'attribution que tu vas lui donner, tu vois. Et selon ce qu'elle va renvoyer. En fait, elle me disait, moi, ça me saoule parce que on me pose tout le temps la question à chaque fois, tu vois. Alors que ben, j'ai les moyens de me payer du vrai et je prends du vrai.
Donc, résultat, Ouais, ouais, ou alors prenez du d'être faux. associé à quelqu'un qui michetonne, quoi. Enfin, d'avoir. En tout cas, c'est Ouais, que du préjugé ouais, que négatif, du quoi, en tout préjugé. cas. Ah oui, non, par contre, c'est rien de glorieux. Ouais, vraiment, à chaque fois, c'est. Attends, Par Balenciaga contre, qui. Ouais. non, non, je disais, je pars du principe que plus la marque est écrite en gros, moins c'est cher. Donc en fait, les plus riches, entre guillemets, ils portent des choses vraiment, on va dire, de qualité, on n'a pas besoin de voir la marque écrite en gros Balenciaga pour savoir que, voilà, Ouais. c'est nous, enfin nous, entre guillemets, les pauvres, qui avons besoin d'afficher, voilà, on a réussi à se payer un t-shirt Balenciaga à 300 euros, quoi. Bah, ça, tu reconnais tout de suite cette mentalité-là, t'as totalement raison. Je retourne sur les footballeurs. C'est que les footballeurs, ou les rappeurs, ils vont toujours acheter, et ça m'a fait trop rire. Ils achètent toujours les vêtements de luxe, et c'est des vrais hein, pour le coup, hein, parce que tu sais qu'ils ont les moyens et tout, où il y a écrit la marque en plus gros, le plus gros possible. Or, c'est en vrai, genre, il y avait une mode à un moment. Je voyais des rappeurs à l'époque, La Fouine, machin, hein. Ils avaient tous les pulls Gucci avec un petit logo Gucci, mais c'était des pulls, c'est des sweats noirs avec écrit Gucci en blanc. Et genre, en gros, t'avais la même avec la marque Céline, avec la marque Balenciaga et Dior aussi, je crois. Et en fait, t'as envie de dire, ben, ton pull, il est claqué, à part juste à porter la typo et le nom de la marque. Il n'y avait aucun sens. Alors que la vérité, ouais, l'arrivée de l'équipe de France, le défilé, j'avoue, ça fait beaucoup rire. Mais alors qu'en vérité, Ouais, j'ai pensé à ça direct ouais, bah aussi, ouais. le défilé de l'équipe de France quand ils arrivent, c'est un sketch. Ah, non, de plus en plus. Là, j'avoue, l'autre, là, quand il a fait son Kanye West, où il arrive avec sa capuche qui se ferme intégralement, là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, les mecs sont loin. Le drip, comme on appelle ça, le drip, il va de plus en plus loin. Il y a Bestman qui dit, moi, j'ai du mal globalement avec quelqu'un qui achète pour paraître, qui attend une vision de l'autre. Je sais, rien de grave et rien de malsain, mais moi, j'aime pas. Après, je suis habillé en Atlas for Men, donc je vois pas. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Les fameux magasins que tu reçois et tu as une sacoche offerte. Le truc des papilles. Atlas for Men, ça me dit grave quelque chose en plus. Elle a inspiré Melha Bedia dans Miskina, je crois. Ah oui, attends, tu rebondis sur ma grand-mère, Alaya Rahma, je l'ai bien dit. Elle était pas riche, hein, mais elle avait une ceinture faite de Louis d'or, des vrais. C'est juste que les Algériennes, en général, elles prennent pas du faux. Ah putain, Louis d'or, comme dans la série Miskina, j'avoue. Ah oui, oui, bah écoute, ma foi. Alors, tu sais quoi, j'ai appris un autre truc. Moi, tu sais, c'est Dr H qui m'a appris ça. Mais je crois qu'il l'avait dit dans un CKR. Parce que j'ai une boucle d'oreille, moi, une boucle d'oreille dorée. Et il m'expliquait que les pirates à l'époque, les grands matelots, etc., ils avaient tous des grosses boucles d'oreilles dorées. Parce que si jamais. Parce que c'était des métiers à risque. Et que si jamais ils mouraient, il fallait qu'on puisse les enterrer en bonne et due forme, machin, et que du coup, ça allait payer les obsèques. Voilà. Je trouve ça ouf. Donc ça fait vraiment genre. Là, je me sens un peu guerrier, quoi. Voilà. Je voulais juste vous le dire. Rien à voir, mais rien ne vaut les chaussettes que j'ai vues à Marrakech avec le taureau des Chicago Bulls et le logo de l'OM. Ah bah, c'est comme moi, j'avais des claquettes à l'île Maurice, c'était des Fila et la semelle, c'était Caterpillar. Donc, c'est des crossovers avant l'heure, tu vois. Eux, ils faisaient déjà, dans le bled, ils faisaient déjà les collabs bien avant, tu vois. Non, mais il y a le classique éternel, Abibas. Ah bah oui, évidemment, putain. Abibas. Caterpillar. Oh, je te jure. Ah bah oui, Abibas, avec les 4 bandes et tout. Non, non, on a eu du lourd. Ah oui, les Abibas, ça fait une bande. Ah bah ouais, ça c'est génial. Donc si jamais un jour on doit t'enterrer, on utilise ta boucle d'oreille. Ouais, bah là, tu vas pas couvrir grand-chose, hein, peut-être même pas un bouquet de fleurs. Alors, j'ai un autre mezzé. C'est Mathieu, un Français de 24 ans qui a mis fin à ses jours dans sa chambre d'étudiant à Paris à cause d'une greffe de barbe ratée en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Moura, tu peux pas me mettre juste ça là, parce qu'après là, je suis là. Alors en fait, donc il a été opéré par un agent immobilier en Turquie qui lui a pris des bulbes de son crâne, qui lui a mis dans la barbe. Et normalement, en fait, la barbe, enfin, messieurs, vous êtes censés savoir que ça part un peu dans tous les sens. Et lui, il lui avait tout planté tout droit. Donc, ça faisait hérisson, c'était horrible.
Et ensuite, il a voulu se les refaire implanter dans le crâne et c'était horrible. Du coup, il a commencé à souffrir de dysmorphophobie. Et à la suite de ça, en fait, il a mis fin à ses jours parce qu'il supportait plus du tout son image. Oh, c'est chaud. Oh, le pauvre. C'est chaud de ouf. Oh putain, 24 piges. En plus, dans sa chambre étudiante. Ouais. Enfin, ça sous-entend que le gars, potentiellement, il a mis son oseille. Ah ouais, putain, le peu d'oseille qu'il Je pouvait. crois qu'il avait payé 1 600 € pour ça. Oh là 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 là. Après, ouais, exactement. Il y a un tourisme qui est basé là-dessus. Et les escrocs, ils pullulent en fait. Comme là, tu dis que c'est un agent immobilier, quoi, le mec. Ouais, déjà, en fait, il y a un problème. Le mec, Bah ouais, le mec, c'est il te reçoit. Ah ouais, putain, je regarde la vidéo. Ah oui, effectivement, ça a poussé tout droit, en fait. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'en France, on est très en retard parce que au Royaume-Uni, en fait, il y a une loi britannique qui vient d'être votée contre la discrimination de la calvitie. Donc, en fait, discriminer quelqu'un sur son manque capillaire, en fait, c'est considéré comme un délit maintenant. Ah, bah, ah ouais, non, mais j'avoue, en plus, tu sais, nous, on se rend pas compte, mais on vanne facilement, tu vois, et sans trop s'attarder de savoir si l'autre le prend bien ou pas. Mais, ah d'accord, tu vois, c'est ça, je savais pas. Mais putain, le pauvre, il s'est suicidé. Non, mais c'est horrible. Putain. Team Calvas, on est au top. De toute façon, on représente la majorité aujourd'hui. Bah, c'est vrai que je sais pas si c'est aussi dû par rapport aux perturbateurs endocriniens, à ce qu'on bouffe, machin, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a plus de Alors, Calvas qu'avant. à ce qui paraît, la calvitie, c'est un signe de virilité puisque ce serait une hausse de testostérone qui ferait perdre les cheveux. Donc, messieurs, vous êtes virils, ne vous en faites pas. Bah putain, je suis en train de me remettre en question, t'es relou là. Je suis pas viril du tout, du coup. Ouais, merde. ouais, à toi aussi. Ah putain. J'ai une masse cheveux, donc. Mais mec, oh, je suis dégoûté. Ah ouais, putain, tu viens de. Ah ouais, pareil, j'ai trop de cheveux. Bah ouais, frère. Ah ouais, là, on vient tous manger un. Faites comme moi, rasez tout si vous avez la calvitie, c'est moins cher et moins risqué que la Turquie. Là. Bon, je ressemble à Mokhtar de TPMP, mais c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il ressemble à Mokhtar de TPMP en plus. Très bonne vanne de Toons, beaucoup d'autodérision, bravo. Et d'ailleurs, Toons, hein, IPTV Master sur Snap. Grâce à lui, j'ai pu voir. Je pense qu'un jour, on va se manger des plantes. Faudrait peut-être que j'arrête. Mais le En vrai, oui, c'est dangereux. Oui, c'est grave dangereux ce que je fais. Hein, mais on va le faire différemment. On va trouver des mots. Là, on n'est pas encore trop connu. Mais il a eu la gentillesse de nous mettre le Comte de Monte Cristo parce qu'on l'avait toujours pas vu. C'est une dinguerie. Je m'attendais pas à kiffer autant. Voilà, moi je préférais vous le dire. On en a parlé d'ailleurs. Moi, je vais finir au HEPS. On va tous finir. Nous, si on n'est pas fiché S pour Israël, on sera fiché S pour les IPTV. Alors là, on a... Ah ouais, putain, j'ai vu cette histoire. Par contre, ça m'a fendu le cœur. Aïcha, 94 ans, a été expulsée de son logement social à Montpellier car son fils est soupçonné de trafic de drogue. Et ils ont expulsé cette pauvre dame de 94 ans. Actuellement, elle est dans un hôtel, je crois, qui est payé par je sais plus quel organisme. Et en fait, parce que son fils est soupçonné de trafic de drogue, j'insiste sur soupçonné parce que j'ai vu le reportage, il n'a pas été condamné. Et quand bien même, en fait, ils estiment qu'elle était au courant, qu'il y avait des transactions chez elle, tout ça, et que par conséquent, elle ne respecte pas les règles du HLM. Et ils ont envoyé les flics. La pauvre dame, 94 piges, elle s'est aspergée d'essence. Elle a voulu mettre fin à ses jours. Heureusement, il y avait la famille qui était là, qui ont réussi à... Ils ont mis 3 heures à la calmer, etc., pour qu'on puisse ensuite aller ailleurs. Alors, franchement, c'est horrible parce que vous avez vu comment ils ont une facilité à expulser une personne qui n'est pas impliquée, hein, je rappelle, hein, dans un trafic de drogue dont on n'a pas la confirmation. Et moi, je repense à tous les gens, des histoires que j'ai pu entendre, ou même de gens que je connais, qui se sont retrouvés en galère parce qu'il y avait des squatteurs dans leur appartement pour lequel ils payaient un crédit et qu'ils ne pouvaient pas légalement les expulser et se sont retrouvés eux-mêmes dans la merde
parce que du coup, il n'y avait plus de rentrée d'argent pour payer ce crédit-là, alors qu'eux, ils avaient déjà un autre appartement et que du coup, ils se retrouvaient dans la merde. Et il y a même des gens qui se sont retrouvés à la rue à cause de ça. Et là, d'un coup, la loi, non, mais c'est plus compliqué, il faut qu'on attende, faut aussi. Et là, tu vois, je comprends pas. Je comprends pas que. Le nom, il était au nom de qui, en fait? Parce que normalement, la loi, elle protège les personnes âgées qui sont locataires. Oui, mais dans le bail, en fait, tu peux avoir une clause qui stipule que si tu dénatures en fait, la fonction de ton logement, Ah, c'est ça peut être exactement une ça. rupture de ton contrat. Ouais. Ouais, c'est Et en le mot fait, qu'ils ont utilisé. Ouais. ouais, mais en fait, ce qui est horrible, c'est que, imaginons, son fils était réellement trafiquant de drogue. Déjà qu'une femme en pleine possession de ses moyens, sous l'emprise de son conjoint battu, elle n'est pas en capacité de pouvoir se débarrasser de lui, comment une femme de 94 ans pourrait être en capacité de se débarrasser de son fils au prétexte qu'il trafique de la drogue? En fait, en gros, il faut aussi à un moment donné se mettre du côté des victimes. C'est qu'en fait, cette femme-là, même si son fils est responsable de ça, elle est une victime, elle aussi. Elle n'est pas en Ouais, capacité de pouvoir se rebeller, quoi. totalement. Totalement. Bah, on considérait que c'était du recel, quoi. Non, ils s'en foutent, ils se sont dit, allez hop, on s'engouffre dans la brèche. Elle a dû avoir certaines dû bénéficier. Jurisprudence Jawad. Une clause d'arabe plutôt, comme dit Redrak, la clause Jawad. J'ai pas vu vos vannes là-dessus. 94 ans, ça les a pas dérangés d'aller chercher, mais le papy Le Pen, fallait pas le bousculer alors que niveau crime, il est bien pire. Ah oui, c'est vrai que. Oui, ouais, dès qu'il s'agit des procès, etc. Là. Ah oui, et puis des Balkany aussi, Ah qui avaient une oui. propriété trop grande. Enfin, Oui, c'est pour ça ouais. qu'il était en retard pour pointer, ou alors que parfois il s'éloignait trop avec son bracelet. Alors ça, c'est dingue aussi. Ouais, mais c'est trop grand Mais chez oui, nous. c'est pour ça, des poids, des mesures. Attention avec le squat, le cas de tes potes est assez rare. Ah ouais? Ah, parce que j'avais pas l'impression que c'était des cas isolés. C'est quoi d'ailleurs, tiens, normalement la procédure quand on a des gens qui squattent dans un appartement? Euh, moi, je suis proprio d'un appart et je découvre que, par exemple, chez Choix, j'avais pas de, comment ça s'appelle? Parce que Jawad, je sais pas si vous avez vu ce truc scandaleux. Jawad, il avait fait un TikTok, un live TikTok où il expliquait, mais très fièrement, comment squatter un appart. Il expliquait que si tu rentres dans un appart, donc en gros, tu casses la porte, machin, hein, et que tu fais une story où tu montres que tu étais là. Quand les flics ils viennent, si tu arrives à prouver que tu étais là depuis plus de 48 heures, je crois, et ben en fait, la proprio ou le proprio de l'appart, il a pas le droit de te dégager. Bah, surtout, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, tu peux ouvrir un compteur électrique sans même avoir besoin de fournir une preuve que tu es dans le logement. Donc, tu appelles EDF, Ouais. tu ouvres le compteur électrique à ton nom en donnant les chiffres, puisque tu as accès au compteur normalement quand tu es dans un logement. Et ça suffit. Voilà. Tu es squatteur. Et en fait, il faut que tu attendes qu'il y ait un dépôt de plainte, que tu passes en jugement. Donc, il faut compter à peu près 2 à 3 ans selon les tribunaux. Et ensuite, passer la trêve hivernale et que le procureur, non, que la préfecture mandate la police pour pouvoir expulser les squatteurs. Voilà. Et force publique que tu n'as quasiment jamais. Ah ouais? Ah putain. Je suis choqué. Mais il y a pas une procédure simplifiée là de 72 heures. Je crois que en 72 heures, tu peux te présenter avec un huissier et tu peux. Mais bon, 72 heures, ça reste court, hein. Mais je crois que c'est la loi anti-squat là qui est passée il n'y a pas très longtemps. Ouais, Ah. ou une batte de baseball aussi, ça marche très très bien. Alors, je connais quelqu'un. La même famille que le fameux gars avec son pit qui s'appelait Jazz. Euh, il me disait qu'il avait eu un de ses contacts qui avait eu ce problème de squat où des gens avaient squatté dans son appart et ne voulaient pas sortir. Et évidemment, légalement, tu n'as pas le droit de te faire justice parce que sinon ça se retourne contre toi. Euh, et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé un gars. Je sais plus combien il lui a donné. Il lui a dit, est-ce que tu peux me gérer le problème? Donc là, vous attendez tous à un truc de ouf ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas eu de casse.
il avait toujours le double des clés, comme c'était chez lui. Il les a données au gars. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a attendu que les gens sortent de l'appart, peut-être pour aller faire des courses, des machins et tout. Et il a démonté les fenêtres. Voilà. Il a enlevé chaque fenêtre de l'appart. Et puis après, il est parti. Et les gars, les squatteurs, ils sont pas restés d'ailleurs, parce qu'il faisait très froid. Il y en a qui en font de ça aussi. Comment? Je dis, il y en a qui en font un business de ça. En fait, ils rachètent les apparts ou les maisons squattées pour une bouchée de pain. Et puis après, ils font leur affaire de faire sortir les squatteurs légalement ou pas. Ah. Ok. Ouais, j'avoue. J'avoue que il y a des trucs que j'entends qui me font un peu mal au cœur parce qu'il y a des squatteurs qui squattent parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ouais, bah ouais, bien sûr. Et il y a des lois anti-squat et il y a des systèmes anti-squat en ce moment qui sortent qui sont un peu horribles. Je pense par exemple au système anti-squat là où on commence à gazer les squatteurs. Ouais, moi je trouve ça un peu limite, c'est des gens qui... Alors parfois c'est juste des mecs qui veulent pas payer d'appart et qui en ont les moyens, mais parfois c'est aussi des gens qui sont dans la merde, qui sont en galère et qui juste prennent des apparts ou des maisons qui ne sont pas utilisées et qui s'en servent pour survivre. Et ça me fait un peu mal au cœur de dire qu'on va les sortir à la batte de baseball, tu vois. Bah, Ouais, mais en plus, c'est intéressant ce que tu dis, Apache, parce qu'en fait, j'avais vu une histoire comme ça. C'était un couple qui avait loué un Airbnb pour 2 nuits. Et une fois dans le Airbnb, en fait, ils ont informé la propriétaire qu'il restait pour squatter. Mais ils lui ont dit, par contre, on veut vous payer un loyer. Donc, donnez-nous un loyer. On ne pourra pas vous payer les 250 € que vous réclamez par nuit. Mais si vous voulez, on vous donne 400 ou 500 € le temps d'avoir un logement. Donc, c'était très triste, mais j'ai trouvé ça très honnête de la part de ce couple, en fait, qui était à la rue avec un bébé. ah ouais. Non, mais j'avoue qu'il faut pas faire une généralité, vous avez raison. Par exemple, parce que Nafta dit oui, la plupart du temps, le squat, c'est des impayés de loyer car les gens sont trop pauvres pour payer. Ou parfois des proprios sont au courant. Et elle dit, moi je vais être honnête, si des gens laissent leur appart vide, on devrait laisser squatter pour éviter d'être SDF. Je rappelle, c'est vrai, cette stat incroyable qui parlait que je crois que la moitié du parc immobilier à Paris appartient à des gens qui ont au moins 5 biens dans le lot. Enfin, c'est des proprios similaires et qu'il y en avait qui sciemment laissaient leur appart vide pour plein de raisons. Ah, flemme de m'en occuper, parce que si, parce que ça, et qu'on se retrouve avec plus de 100 000 logements qui étaient vacants. Et là, t'as envie de dire... Bon, 128 000 logements vacants, soit 9,2%. Il y a aussi des gens qui se font arnaquer, qui pensent louer un bien en bonne et due forme. Et en fait, la personne qui leur loue leur bien n'est pas le propriétaire du logement. Ah, et ils se oui. retrouvent dramatique. Moi, j'ai eu ça dans un appart. Un mec qui était... En fait, c'était la fille de la propriétaire qui l'avait fait rentrer. Bon, c'était une histoire de succession. Bon, bref. Donc, elle avait vraiment aucun droit ni titre sur l'appartement. Et en fait, le mec, le pauvre, lui, il avait payé, je crois, 1 000 € à cette personne. Et en fait, il lui payait à elle le loyer, mais il payait pas à la propriétaire. Et du coup, il s'est fait expulser, etc. Enfin, c'était une histoire assez horrible. Après, il squattait dans les caves. Et... J'avoue que j'étais pas fière de lui déloger ses affaires. Bah ouais, je te comprends. Ouais, non, c'est très, 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 très... Ouais, et d'ailleurs, il y a un film là-dessus. Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui parle d'une famille qui prête son appart à des amis et quand ils reviennent, les amis veulent plus les laisser rentrer. Horrible le truc. C'est un film français avec un acteur qui d'ailleurs est décédé, qui avait joué notamment dans Lupin, qui jouait un des méchants. Et donc ce film parle de ça. Il y a un autre film là qui rebondit sur un peu ce que tu dis, les gens qui se retrouvent à louer des trucs qui ont déjà été loués, etc. Là c'était le film s'appelle Barbarian. C'est un film un peu d'horreur et vraiment pas mal du tout. Mais c'est l'histoire. Ouais. C'est l'histoire de la famille Hadid. Tu sais, les sœurs Bella et, et Gigi. Les deux sœurs Hadid, en fait. Ouais, et Gigi, c'est l'histoire de leur grand-mère, en fait, qui avait accueilli une famille juive après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, un jour, elle est partie pour accoucher de son dernier enfant. Et lorsqu'elle est revenue après son accouchement, en fait, la famille qu'elle avait hébergée pendant 2 ans avait pris possession de sa maison.
Mais non. Si, il faudrait que tu regardes l'histoire de la grand-mère Hadid. L'histoire est complètement folle. Oh Ouais, my l'histoire god. générale, j'ai envie de dire en ce moment. Hein. Ah ouais, elle est raccord l'histoire. Hein. Elle représente bien ce qui se Si passe. je peux me permettre, déjà pour revenir sur les proprios qui laissent le logement vacant, il y en a à la limite qui virent leurs locataires pour ensuite les mettre sur Airbnb. Il y avait même un reportage chez Le Média, il me semble, là-dessus. Et forcément, ça augmente le nombre de logements vacants. Et d'ailleurs, après, moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec le fait de faire des généralités par rapport à des faits divers, comme vous en parlez, même si c'est des choses qui sont horribles individuellement. Je pense que faire des généralités à base de faits divers, c'est pas idéal pour se faire des avis. Ah oui, non, bien sûr, c'est pour ça que tout à l'heure je rebondissais sur ton message que tu avais laissé en le lisant avec beaucoup d'intérêt, c'était de dire que tu avais totalement raison, que bah, c'était bien de le préciser que la plupart des cas, parfois c'est des gens qui peuvent plus payer et qui pas du coup parfois peuvent même se mettre d'accord avec les proprios et tout. Non, bien sûr, je suis grave d'accord avec toi, faut pas généraliser. C'est sûr que moi j'ai jamais vécu ce truc-là, mais je pense à des potes qui l'ont vécu. Ils auraient grave plus de mal avec l'émotion à pouvoir aller dans ce sens-là, mais c'est important justement de prendre de la hauteur sur le sujet parce que sinon après très vite et puis même Apache aussi le disait l'idée de se dire que tu t'expulses des gens à coups de gaz, etc. Enfin, c'est déshumanisant de ouf pour leur dignité, ne serait-ce que ça, tu vois. Parce que bah, si les gens avaient à choisir, ils auraient bien aimé avoir leur propre maison, tout simplement. Donc, non, je suis d'accord avec toi, c'est important de le souligner. Alors tiens, d'ailleurs, qui dit, Monsieur Google, encore une fois, le squat n'est pas à remettre en compte. C'est le pourquoi qu'il faut analyser et ne pas généraliser. C'est... Ouais, c'est toute la différence entre la mémoire et l'histoire. Bah, c'est vrai que pourquoi on se retrouve avec des gens qui sont à la rue, c'est surtout ça le problème. C'est là qu'il faut... Non, mais c'est vrai, totalement. Quand tu es proprio et que ça t'arrive, faut pas halluciner, t'as les boules et tu cherches toutes les possibilités pour dégager les gens. Bah oui, voilà, je me doute que dans leur situation, tu... Et d'ailleurs, tiens, on parle justement de gens qui se retrouvent à la rue, qui veulent pas être à la rue, etc. Alors là, il y a un streamer américain, je pensais que c'était fake jusqu'au bout, jusqu'à ce que je découvre que la plateforme en question l'a banni. C'est un streamer américain qui a été banni de Kick. Kick, c'est le concurrent direct de Twitch. Euh, il a été banni de Kick après avoir emmené en live une SDF à dîner dans un restaurant et il s'est enfui en lui laissant l'addition. Genre il s'est levé, il lui a dit ouais, genre je sais plus exactement ce qu'il lui a dit, mais on le voit se lever parce qu'il filme en plus. Tu vois la pauvre petite dame qui est en face et qui bouge pas, qui le regarde partir et puis il s'est barré en courant et il rentre dans un taxi. Et le tout en live, hein, avec les gens qui disent no my god. Non, non. Et la plateforme a décidé d'offrir 50 000 $ à la femme sans abri. Et de plus, le restaurant a pris en charge l'addition. Bon, la plateforme a rattrapé le truc comme elle peut. Je trouve ça cool. Mais alors lui, là, vous vous rendez compte? En fait, ça questionne beaucoup sur cette course au buzz. Moi, il me fait penser à un mec qui s'appelle Speed. Là, bon, on en a déjà parlé sur le chat. Je vous ai dit que je l'aimais pas. Mais là, vraiment, c'est. Ou Boris Becker, ou d'autres, tu sais, qui. Genre, vont tout le temps repousser les limites de qu'est-ce que je peux faire juste pour faire parler. Et vraiment. Ouais, c'est ça, c'est la tendance des putaclics. D'ailleurs, en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a un YouTuber qui s'est fait expulser d'un bateau de croisière sous les applaudissements des passagers. Ah oui, mais qu'est-ce que. Il y a- T'en sais plus sur cette histoire? Bah non, j'ai juste vu cette histoire-là où apparemment il était totalement désagréable et donc ils l'ont chassé du bateau et tout le monde était content. Et puis il y avait aussi le youtubeur au Japon, là dans le métro, qui gênait tout le monde à danser. Ah Et, oui. au Japon, c'est une horreur parce que eux, Ah oui, ils sont c'est très. la culture de la discrétion, etc. Et il y avait aussi une fit girl qui avait fait tu sais, du crossfit là sur un temple japonais aussi. Et ils en ont marre en fait de ce manque de respect pour la course au buzz, comme tu dis justement. Bah ouais, c'est clair. Le mec s'appelle Jack Doherty, apparemment. Celui qui s'est fait Ah, virer.
Je connais le gars, il est habitué de faire dinguerie sur dinguerie. Et il a commencé quand il avait genre 14 ans. Et au début, il voulait. Ses vidéos, c'était se faire virer de Walmart. Et il a continué jusqu'à. Bah, je crois que maintenant, il a 19 ans, le gars. Et il a continué de pire en pire. Il a été viré de Twitch et il était sur Kick maintenant. Et là, bon, bah, il a été viré de Kick, quoi. Mais le mec, il a continué. Il a juste continué et puis jusqu'à faire des choses aussi horribles, quoi. Le gars, on lui a jamais laissé de limite, quoi. Bah, je vois, bah, tu vois, là, je suis en train de regarder justement, et t'as raison, le mec, en fait, c'est. Là, je vois qu'il a fait une vidéo, il s'est fait bannir de. Il est en live sur Kick. Ah, il a été banni de Kick parce qu'il a fait une vidéo d'un accident de voiture. Il était dans sa voiture et il était au téléphone et il a crashé sa voiture. Il a fait quoi d'autre? Il arrive à faire des backflips avec n'importe quel objet. Super. Après avoir percé avec ce genre de contenu, il a commencé à se diversifier pour devenir l'icône des sales gosses. Ouais, bah c'est ça. Allant jusqu'à créer en live un fight club sur sa chaîne où il mettait en scène des combats entre participants. Okay, d'accord. Cet événement a pris une tournure choquante lorsqu'il a organisé un combat de boxe entre un homme et une femme dans lequel cette dernière a tout simplement fini KO. Ah ouais. Ouais, il est défini comme le youtubeur le plus détesté des États-Unis. Et j'imagine le plus suivi. Et c'est vrai que t'as Khalil qui disait bah, c'est comme les frères Paul, Jake et Logan Paul, quand ils sont allés au Japon et qu'ils ont trouvé effectivement dans la forêt ils ont filmé des gens qui étaient pendus. Bah eux c'est la course aussi, hein. Vous avez tasé des rats aussi, des trucs comme ça. Pour moi c'est vraiment le niveau de création, mais c'est même pas le niveau 0, c'est le niveau moins 4, moins 10, moins 1000. Genre quand je suis grave ouvert hein, sur le côté feel good, machin. Regarde, par exemple, moi j'aime bien comment ça s'appelle, Richie et Golo, qui font pas, c'est pas de la création qu'ils font, c'est juste des tranches de vie et tout, mais ils ont une spontanéité, c'est drôle, machin. Mais il y en a, tu sens que ce qu'ils veulent, c'est juste faire des vues et ils s'en foutent no matter what, comme ils disent en anglais. Comme les gens qui vont faire des vidéos pendant les enterrements, ou vont faire des selfies avec leurs parents ou leurs défunts grands-parents en mode duckface et tout. Enfin, tu te dis, mais tout ça parce que tu sais que ça va faire des likes et tout ça, mais c'est horrible. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas la génération précurseur de ça, puisque nous, c'est nous qui avons alimenté Jackass. Je sais pas si vous vous rappelez de ce délire-là, les mecs qui faisaient n'importe quoi. Bah, c'était nous quand même les premiers spectateurs de ce genre de bêtises. Et même si aujourd'hui, avec du recul, on se dit que c'est ridicule, à l'époque, ça faisait sensation. Hein. C'est vrai. Mais après, tu vois, on le refaisait pas forcément, parce qu'on n'avait pas... De toute façon, si on le faisait, personne ne pouvait le voir. Tu sais, il n'y avait pas ce besoin de mettre en scène. On avait Michael Youn, quoi. Ouais. En France, on a eu les 11 commandements. Ouais, mais les 11 commandements à côté de Jackass, c'était mignon. Et puis, tout ce qu'ils faisaient, ça n'impliquait que... Enfin, oui, il y a une ou deux choses où ça avait des conséquences, mais généralement, c'est eux-mêmes qui le mettaient en scène et en danger. Alors que là, c'est quand même humilier les autres, etc. C'est grave, quoi. Enfin, on est sur un autre level. Mais tu vois, même déjà à l'époque, moi, il y avait des trucs auxquels j'adhérais pas. Parce que Jackass, on se souvient des... Moi, dès que ça commençait à partir en mutilation, un truc comme ça, c'était pas mon délire. Moi, ce qui me faisait rire, c'est quand ils étaient venus à Paris et que le mec, il s'était déguisé comme le lapin là, des affiches de métro, là, où il dit qu'il faut pas que tu mettes ta main, sinon tu vas te faire pincer très fort. Et il s'était déguisé en ça et il foutait sa main partout, machin, hein, des conneries comme ça. Un peu comme Rémi Gaillard, tu vois, c'était plus en mode expérience sociale absurde. Mais par exemple, quand il y avait un autre truc à la Jackass qui arrivait après qui s'appelait Dirty Sanchez. Et ça, c'était horrible. Et genre, j'adhérais pas du tout. Enfin, je me disais, c'est trop. Genre, les mecs, tu sais, ils allaient se foutre des agrafes sur les boules, par exemple. Et tu dis, bah, non, enfin, je sais pas, c'est pas. Moi, ce que je kiffais, par exemple, dans Jackass, c'était quand, je sais pas, ils faisaient semblant de. Ils faisaient un mec qui avait la dalle et qui fouillait dans les poubelles. Et en fait, ils avaient pris une couche et ils avaient foutu du chocolat dedans. Et du coup, voilà, il faisait croire à tout le monde. Mais tu vois, c'était des trucs qui n'étaient pas méchants. Moi, en fait, j'ai jamais aimé les caméras cachées ou les trucs comme ça quand tu fais du mal aux gens ou que tu les perturbes. Tu leur fais peur, tu les fais péter un plomb, tout ça. Je me dis, ça se fait parce que ça se trouve, la personne, elle est fragile, elle a pas le temps. Et moi, de perturber les gens, parce que moi, tu vois, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux,
je bossais, c'était en 2008-2009, je bossais avec un gars qui s'appelait Greg Guillotin. Et donc, on écrivait des vidéos, machin. Et lui, il commençait à vouloir faire des caméras cachées parce qu'il adorait ça. Et franchement, on l'a fait une fois ensemble et je lui ai dit, mec, c'est pas mon délire, j'aime pas embêter les gens. Genre, j'arrive pas. Alors que c'était pas méchant, on faisait rien de ouf, hein, mais je lui ai dit, j'arrive pas. Toi, c'est Ouais, ton et truc. Greg Guillotin est un génie dans sa matière, c'est vraiment son truc à lui, quoi. Ouais, mais tu vois, comme quoi, hein, le mec, depuis que je le connais, hein, on parle de 2009, il était déjà dans ça. Et pour vous dire, la petite histoire, c'est que même quand après on a fait le studio Bagel et tout ça, machin, lui, il voulait faire ses trucs de caméra cachée. Personne ne le prenait au sérieux dans l'encadrement du studio Bagel, donc les prods et tout, à tel point qu'il avait même pas de place dans notre espace bureau et que du coup, il travaillait ses caméras cachées avec son associé David à la cantine de Canal. Ils avaient un coin et donc ça nous faisait rire, c'est devenu un running gag que quand tu allais à la cantine, tu les voyais toujours dans un coin en train de taffer. Et donc le mec, c'est bien qu'il ait pas lâché l'affaire parce qu'il y en a plein qui lui disaient ouais, c'est ringard, c'est plus à la mode, machin, nan, nan, nan. Et puis bon, bah, tu vois, il a pas lâché et l'avenir lui aura donné raison. Mais ouais, donc tout ça pour dire qu'effectivement, on vient d'une génération. Mais je pense nous, on est une génération. Quand je dis nous, je dis les millennials, hein, tous ceux qui sont nés entre les années 80-90 et allez, je déborde un petit peu jusqu'à 95-96. C'est qu'on on a vécu sans les réseaux. On sait ce que c'est que la vie sans les téléphones portables et on a vu l'arrivée progressive du digital. Au début, on était comme des dingues sur Encarta encyclopédie sur notre ordinateur. Pour nous, c'était Internet. Et puis de fil en aiguille, les modems, le club Internet, AOL, machin. Ah putain, quand t'es surconnecté, on peut pas t'appeler sur le fixe. Nous, on était à cette époque où quand on donnait un rendez-vous à quelqu'un samedi à 15h, bah, fallait être là. Tu peux pas annuler 2 heures avant parce que bah, y avait pas de portable. Et on a vu le truc arriver, la télé-réalité en 2000. On a changé de monnaie, on a vu le truc arriver, ce qui fait que je pense on est une génération intéressante. C'est celle qui permet un peu de faire le tampon entre la nouvelle génération qui a directement sauté dans le grand bain, et là ça allait ultra vite dans l'utilisation du digital, où on découvre qu'il y a des gens qui vont se suicider en étant sur leur téléphone en live, on découvre qu'il y a qu'on peut se faire de l'argent avec les réseaux sociaux, etc. Moi, quand j'ai commencé à YouTube et Dailymotion, il n'y avait pas d'argent. Donc eux, ils savent déjà tout ça. Et je pense que nous, c'est intéressant je pense qu'on a, alors je prêche pour ma paroisse, mais on a sous-coté l'importance des millennials dans n'importe quelle strate, même dans n'importe quelle boîte, etc. Je pense que c'est toujours important d'avoir des gens qui viennent de cette génération-là pour faire l'entre-deux. Parce qu'on arrive à comprendre, bah regardez, on est sur Twitch, et en même temps, on arrive à comprendre un peu ce qui se passe des deux côtés, tu vois. On comprend les anciens, on comprend aussi leur aversion pour certaines choses. Parce qu'on a connu. Ouais, puis il y a l'accessibilité aussi qui est intéressante. Le fait qu'aujourd'hui, il arrive quelque chose dans la rue, le premier réflexe des jeunes, ça va être de sortir le téléphone et de filmer, en fait. Ouais, ça, Non c'est pas chaud. d'être là en train de vivre la chose et d'y remédier, enfin d'agir, mais de devenir spectateur, en fait. Ouais. On est arrivé à un stade où, en fait, être acteur, pour eux, c'est devenir spectateur. Je ne sais pas si j'arrive à être claire dans mon propos. C'est qu'en fait, on utilise son téléphone pour diffuser des choses au lieu d'agir. Alors que nous, c'est ce qu'on ferait. En fait, en réalité, la première chose qu'on ferait, c'est on viendrait et on serait acteur. Et eux, non, en fait, ils restent derrière leur téléphone et ça leur convient et ils partagent ça aux autres, en fait. Ouais, c'est ça. Et juste le fait de dire j'y étais, et ben ça leur suffit. Alors que nous, on est une génération qui avons besoin de dire j'ai fait. Donc, elle est là aussi, la différence. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et Ken Pachi, qui représente du coup cette nouvelle génération, il dit en fait, ma génération a juste été bercée dans un monde qui était le parfait entre-deux. Des parents qui n'y étaient pas du tout, et en même temps une société qui s'y met de plus en plus, et ça amplifiait tout au final. Ouais, non, c'est vrai. Bah, totalement. Bah, en tout cas, c'est intéressant de donner ce point de vue et ce recul, mais je vois qu'il y a quand même plus de gens millennials que de jeunes hein, dans le chat. Vincent qui dit c'est le problème de l'entre-deux, on le retrouve chez les enfants du milieu, où je vois en tant qu'enfant métis, on voit l'évolution mais on ne nous calcule pas. Ah, peut-être. Quelqu'un qui est né en 2000, désolé Baby Cracks, mais oui d'accord avec Kevin, j'ai encadré une dizaine d'alternants en informatique, le double de stagiaires. Ils n'ont pas un besoin de compréhension d'où vient Internet, du Wi-Fi, d'où vient le Wi-Fi, et ben la box, et ben voilà, pas d'amour de la connaissance.
Salut, ça me casse les news. Ouais, après, à pas généraliser, il y a des petits aussi qui. Je pense que tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Et... Ouais. Je vais juste rajouter quelque Oui, chose. vas-y, Nafta. Je pense qu'il faut faire attention, comme tu dis, à généraliser ce genre de choses, parce que je pense que chacune de chaque génération a sa chance. Par exemple, je me dis, peut-être que moi je suis un peu entre millennials et génération Z, mais on va dire que la génération alpha qui est toujours sur les réseaux, peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu qui est plus adaptable au changement, par exemple, alors que nous peut-être qu'on est un peu plus curieux parce qu'on était justement dans la période où on devait apprendre par nous-mêmes les téléphones. Après, c'est surtout... Moi, j'ai le genre de choses quand on dit oui, alors cette génération, elle est comme ci, cette génération, elle est comme ça. J'ai peur que, tu vois, ça devienne une pente glissante vers de mon temps, etc. Un peu comme les boomers de maintenant, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, vraiment, moi, pour le coup, je pointais du doigt le fait qu'on était à un entre-deux. Je dis pas qu'on détient la clé, tu vois, mais je dis juste que je pense que ce qui est un peu logique. En fait, on est arrivé à une période où on est passé de rien à tout. C'est-à-dire que je pense qu'on peut scinder le monde entre avant Internet et après Internet et l'explosion. En fait, je trouve qu'il s'est passé tellement de choses entre 2000 et 2015, tu vois, dans l'usage, il y a tellement de choses qui ont évolué, mais très vite, que du coup, ça a été peut-être même trop vite pour nos darons, qui ont mis un peu de temps avant d'avoir un portable tactile et de comprendre WhatsApp et machin, hein. Et nos petits frères et sœurs qui, eux, glissaient sur les évolutions technologiques sans problème, etc. Et je me dis, ben, c'est bien de se dire que cette génération qu'on représente, elle peut être une vraie passerelle pour des problèmes de compréhension. Parce que voilà, les gens vivent encore ensemble. Et enfin, je veux dire, la génération de nos parents, ils n'ont pas tous passé l'arme à gauche, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant de voir que nous aussi, on avait un rôle à jouer. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que comme tu l'as dit, on ne peut pas généraliser en disant que tous les types, ils n'ont pas du tout d'envie, comme je disais dans le chat, de s'intéresser, de la connaissance, de machin et tout. Moi, je vois mon neveu qui a 11 ans, il est incroyable. L'école, il s'ennuie, tu vois. En fait, il a besoin d'apprendre plus. Le matin, il se lève, il a appris le piano tout seul. Le mec, il joue aussi bien que moi. Il lit des livres sur l'entrepreneuriat, sur le bitcoin. Il va apprendre le japonais. Enfin, tu vois, il y a des gens comme ça qui sont assez improbables. Et puis, tu as son frère, lui, qui s'en fout un peu, tu vois. Mais ouais, non, je suis d'accord, faut pas généraliser. Mais c'est vrai que je trouve que comme il y a eu énormément de choses qui sont passées en termes d'époque et d'évolution technologique entre 2000 et 2010, 2015, enfin ça a explosé tellement vite, je me dis, ah ouais, putain, nous on a eu la chance, je considère que c'est une chance, hein, d'avoir vécu sans et d'avoir vu le truc arriver, tu vois, tranquillement. Et d'avoir des anciens réflexes ah ouais, tiens, peut-être pas de mettre trop de choses sur les réseaux parce qu'on sait jamais. Peut-être pas de mettre si, faire attention à ça et tout. Parce que parfois, on a des gens qui ont grandi dans ça et qui se rendent même plus compte de ce qui est montrable sur des réseaux sociaux, de ce qui ne l'est pas, tu vois. Et ça peut être problématique après dans la vie de tous les jours. Je crois que je vous avais déjà raconté là l'histoire de la fille d'une de mes potes qui se retrouve avec des photos intimes qui sont mis partout, qui ont tourné dans son collège et on a dû la changer de collège, etc. Tu sais, c'est genre, même ce truc-là, tu vois, genre de le découvrir et même pour les parents, hein, c'est de découvrir des nouveaux problèmes. Ah merde, j'avais pas anticipé que ça pouvait être un problème. Des enfants enfin, des jeunes qui parlent entre eux, qui peuvent potentiellement s'envoyer des trucs, et que ça peut tourner et tout. Tu dis, ah merde. Non, c'est un vrai délire. J'avoue, il y a un vrai changement d'époque. De ouf. Je sais pas. Ouais, bah oui. Je sais pas si on Mais a t'as raison, autant en fait. changé d'époque avant. Enfin, je sais pas à quel point ça changeait aussi vite à l'époque, tu vois.
de la génération de nos parents. Si je peux me permettre un petit conseil lecture pour éviter de faire des généralités, notamment sur la jeunesse, etc., c'est le livre de Salomé Saké. Ah, Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc Lettre à ceux qui critiquent la jeunesse. Il est hyper intéressant. Et en fait, moi, parce que du coup, du haut de mes 42 ans, ce que je me dis toujours pour pas, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais jeune aujourd'hui. Et quand je vois comment, par exemple, je me comporte avec mon téléphone, moi, je sais que j'aurais été comme tous les jeunes d'aujourd'hui, planqué sur mon téléphone, voilà, parce que même moi, je l'ai toujours en main. Ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr. En fait, on ne peut pas généraliser, mais il y a des faits sociétals qu'on ne peut pas ignorer. Donc oui, mettre tout le monde dans le même panier, c'est vrai, mais on ne peut pas passer outre le fait qu'il y a, comme tu as dit, Kevin, un avant Internet, un après Internet, et qu'on n'aborde pas l'évolution des technologies de la même façon. Donc ça, c'est Mais nous, je crois évident. qu'on a eu la chance d'être aussi à un moment où ça s'est quand même démocratisé. Parce que je veux Bien dire, par sûr. exemple, nos grands-parents, eux, c'est sûr que ils ont connu, hein, ils ont vu l'évolution avec les ordinateurs et tout ça, mais nous, on est arrivé à un moment où les ordis ont commencé à être plus facilement dans chaque foyer, etc. Donc c'est plus facile de manipuler un ordinateur quand il y en a un chez soi que quand il y en a un qui est à l'école, qu'il y en a un pour une école, voilà, et que c'est la grosse machine vraiment qui prend de la place et tout ça. On a quand même eu la chance d'arriver, je pense, à cette époque où ça a commencé à se démocratiser. Le livre, c'est Sois jeune et tais-toi. Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Mais je l'ai, hein, c'est juste que je suis pas dans ma chambre, donc. Non, mais c'est Merci. pour ceux qui suivent. Comme ça, voilà, si vous avez la ref, c'est top, on le note. Merci, en tout cas, c'est intéressant ces échanges de points de vue et d'idées sur ce sujet. On va finir en beauté. Ça va être marrant de le faire, de voir plusieurs personnes, d'entendre plusieurs personnes ne pas pouvoir parler. C'est le no comment, évidemment, pour finir cet épisode en beauté. Parce que c'était dur de ne pas en parler en plus. Alors, c'est parti pour le no comment. Je passe le chat en emoji uniquement. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais, c'est bon, ça marche. C'est parti, premier no comment. Attention, que des emojis pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Pour commenter, on n'a pas le droit, sinon, de ne piper. On doit... Ouais, vous m'avez compris. Allez, c'est parti. Alors, on commence par... Oula. Des enfants hospitalisés en soins intensifs dans un hôpital à Gaza ont été tués par des tirs ciblés d'Israël sur la station d'oxygène. Selon Variety, P. Diddy est accusé d'avoir agressé sexuellement un enfant de 10 ans. Je souffle. Et enfin, le gouvernement vient de proposer à l'Assemblée de retirer un nouveau jour férié pour créer une deuxième journée de solidarité comme la Pentecôte. Lol, 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 lol. Lol, lol et lol. Hop, allez, je rouvre le chat. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Merci 1000 fois d'être toujours fidèle au poste. Les cracks, merci à Apache, à Fitfield, Lady, Lubiano et Nafta. Merci d'avoir pris de votre temps pour papoter avec moi. C'était un plaisir, vraiment. Évidemment, on est toujours là. Hein. Jeudi, on sera là. J'espère qu'on aura du nouveau. Comment dire comme dit Besmet, on est bien, on a un livre de proposer, on a généralisé, donc on a bien substitué au Dr H. Exactement. Merci à tout le monde, merci à ma chérie Gaëlle Canicania qui prépare son nouvel épisode de Mask Off. Allez la soutenir sur YouTube. Et l'épisode va être une pépite. Alors là, un profil, personne n'a jamais entendu. Vous allez voir, c'est incroyable. Comment tu passes d'un mec qui a grandi en France, qui est parti ensuite vivre aux États-Unis, qui a connu les gangs, qui revient et qui devient CEO
d'une équipe de foot US à Paris. Et ouais, non, c'est un truc de ouf. En tout cas, t'as des news de Dr H, je vous envoie des news de Dr H dès que j'en ai sur le Discord. Et on se retrouve évidemment jeudi pour celles et ceux qui sont dispo. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, la force sur toutes les plateformes. Continuez, hein. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire vivre ce podcast. Donc partagez, ceux qui peuvent sur le Tipeee, c'est cool, ceux qui peuvent pas, c'est pas grave. Ne serait-ce que de liker, de commenter, c'est déjà énorme. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.